Oui. Stéphane, vous êtes prêt? Vous avez fait vos lacets? Ah, ouais, j'ai fait mes lacets, mais à ma manière, donc il risque de pas tenir toute la soirée. Votre téléphone sonne, je Ouais, crois. bah laissez, c'est pas grave. Bon, On va ça commencer commence comme bien, ça. ça commence mal. C'est mon metteur en scène. Ben, vous mais- pouvez lui répondre, dites-lui Ah qu'on est en bon? direct. Ouais. Je vais le rappeler alors. C'est mon metteur en scène. Euh, Attends. C'est Jérémy Lippmann. Ouais, c'est Jérémy Lippmann. Je savais que cette émission. Alors, il appelle à 21h tapante. Oui, mais il appelle parce qu'en vérité, on a fait un filage où il n'était pas là. Et à mon avis, il veut que j'y fasse un débrief. Allons-y. Je vais lui faire un débrief du filage. Jérémy. Vous lui faites un vocal? Comme ça, on... Ah oui, voilà. Ah, je l'appelle. Et bien sûr, c'est occupé maintenant. Ça commence très très mal. Ça commence très mal. Le téléphone qui sonne. On va être obligé de refaire la première question. Mais tout. c'est pas grave. C'est bien que ça commence comme ça. Mais ouais. Ça donne une couleur. Je vous sens perturbé là avec le téléphone. Bah ouais, parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien. Mais vous voulez quoi. que je vous aide? Non, non, mais attendez. Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Tac, 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 tac. C'est reparti. Ouais. Faut pas insister, je pense. Ouais. Ça marche pas, faut pas insister. Ah, ça sonne. Une sonnerie. Deux sonneries. Puis c'est un début d'émission dynamique en fait. Ouais, c'est bien, ça va donner aux gens, ça va donner aux gens envie de rester. Bon, allez, on va couper cet instrument de malheur, tant pis pour lui. Malheureusement. Ouais, c'est la vie. Bon, alors il faut peut-être expliquer. Ouais. Parce qu'on est dans le théâtre Antoine. Oui. Et demain, vous traînez pas en loge comme ça. Non, demain c'est la première. Enfin, c'est une reprise. En vérité, on a joué 5 semaines au printemps dernier. Et c'était un peu un hasard, c'est-à-dire que une programmation qui s'était cassé la figure et tout d'un coup, on est arrivé avec Jean-Pierre comme ça, dans un trou de souris. Jean-Pierre Daroussin, pardon. Et ce qui ne devait pas arriver est arrivé, c'est qu'on a fait un succès. Ouais. Non mais c'est drôle, parce que parfois, tu fais tout pour faire des succès. Tu travailles pendant des mois pour faire un succès. Et tu n'en fais pas un. Ouais. Et il y a des fois, tu ne fais rien pour faire un succès. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est tiens, est-ce que tu veux reprendre Inconnu à cette adresse avec Jean-Pierre? Oui, pourquoi pas. Toc, Jérémy Lippmann, boum. Et tout d'un coup, ça marche. Cette loge. C'est donc ça la loge. Non, ça t'inspire pas ce que je suis en train de te dire. Si, non, mais ça, c'est un truc quand même, si tu veux. C'est que parfois, on se donne tellement de mal pour faire un succès. Et paf, ça tombe. Voilà. Bon, bref. Oui, pardon, je t'ai interrompu. Non, parce que je voudrais qu'on parle de la pièce quand on sera tout à l'heure dans le foyer. C'est magnifique. Dans la loge, et je veux qu'on parle de la loge. Hein. Oui, de la loge. D'ailleurs, vous avez des photos ensemble? Oui, bien sûr. Oui, bah oui, c'est les photos du printemps dernier, puisque c'est une reprise. Et pourquoi? Pour vous remettre dans l'ambiance? Écoute, ils nous ont... comment t'expliquer? Comment vous expliquer? On se tutoie? On se voit? Ah, vous faites ce que vous voulez, moi je vous vois. Ouais. Comment t'expliquer? C'est parce qu'en vérité, ils ont voulu nous faire plaisir. Oui. Donc, ils nous mettent des photos, ils nous mettent des fleurs. Oui. Et demain, je pense qu'on aura une bouteille. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, ici... C'est Jean-Marc Dumontet qui produit. Oui. C'est Jean-Marc qui produit. Et il faut lui reconnaître cette qualité. C'est qu'il fait les choses généralement bien. Comment ça se passe dans la loge d'un comédien? Est-ce que c'est un lieu de solitude ou au contraire c'est un endroit où on sabre le champagne, on fait la fête et on se saoule après les représentations du Tonnerre avec des gens qu'on est ravis de voir ici? Ça dépend des concentrations. Ah oui. Ah oui, ça dépend des concentrations. Tu as les artistes qui ont besoin d'être seuls, et tu as des artistes qui ont besoin de parler, tu as de tout, quoi. Ouais. Moi, ça dépend. Ça dépend, c'est très variable. Parfois, j'ai besoin de m'isoler quand même, un petit peu. Vous nous montrez cette partie? Oui, bien sûr.
Avec les... Voilà, alors c'est la loge Louis Jouvet. Donc Louis Jouvet, le patron, il est là. Photo Harcourt. Voilà. Quand on entre ici avec ce portrait, ça en impose. Ça calme. Vous avez une autre photo qui est juste derrière, c'est Don Juan, ça, qu'il avait monté à l'Athénée, si je ne dis pas de conneries. Et si vous ouvrez la porte, on va parler tout doucement parce que la représentation a commencé. Vous allez voir que nous sommes dans la loge de Louis Jouvet, la loge historique de Louis Jouvet, qui dans une trentaine d'années sera repeinte en loge Stéphane Guillon, évidemment, si tout se passe bien. Ouais. Voilà. Mais moi, j'aime bien cette loge parce qu'elle est, avec le petit bureau et tout, elle est dans son jus. Voilà. Comment ça se passe? Vous me parliez d'avant. Avant, on se concentre, mais après, on n'a plus besoin de se concentrer. Est-ce que c'est un lieu de pique-assiette avec des gens qui viennent vous voir? Je suis allé dans la loge de Guillon. Ou non, c'est un lieu où voilà, vous recevez les gens qui vous tiennent après le à cœur, spectacle, les gens viennent. Alors, effectivement, on peut boire un coup ici, mais généralement, on va sortir. Mais les gens sont assez respectueux, en définitive, parce que le lieu en impose beaucoup. Il est chargé en histoire. Et souvent, les gens sont assez intimidés quand ils rentrent dans les loges d'artistes. Mais moi aussi, c'est-à-dire que quand je vais au spectacle, j'étais voir Michel Faux et Catherine Fro. Et je suis souvent comme un petit garçon quand je rentre dans les loges des acteurs. Il y a une sorte de... Parce qu'ils viennent de jouer, ils viennent de donner quelque chose, tu es encore dans le spectacle. Surtout que là, ce qu'on joue, nous, c'est quand même danse. Ouais. Et souvent, je crois que c'est Guitry qui disait que le silence qui suit une musique de Mozart est encore de Mozart. Mais souvent, sur les pièces danse, le quart d'heure qui suit, tu es encore dans la pièce. Et j'ai surpris des gens qui chuchotent souvent dans les loges. C'est pas forcément des lieux de... Après, je pense qu'il y a des loges qui sont foutraques, hein, certainement. Et la loge de Mick Jagger, peut-être que... La loge de Mick Jagger, mais même je sais pas, je pense que la loge de Benoît Poelvoorde, si tant est qu'il fasse du théâtre... Ah oui, c'est vrai que ce sera intéressant. Voilà, ça doit être une ambiance. Non, quoi. Ça pourrait être un très bon sujet, ça. Ouais. Les loges de photographes. Très bonne idée. On pourrait le faire ensemble. Avec plaisir. Vous écrivez un papier, Riyad Film. Avec plaisir, j'ai du temps en ce moment. Donc, oui. Est-ce qu'on quitte cette On déambule? Allez, on y va. On prend nos affaires ou on revient ici? Ouais, on les prend. On prend nos affaires, d'accord. Allez, feu. Alors là, c'est silence parce que vous n'êtes pas tout seul. Là, il y a Bernard Campan qui joue la nouvelle pièce de Sébastien Thierry qui s'appelle Shake Up. Et donc, on va... Vous le dites à la française, Shake Up. Oui, enfin, je ne sais pas comment je le dis, mais je le dis en tout cas. Je lui fais un petit peu de promo au passage. C'est quand même très sympa de ma part. Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis assez bon camarade. Vous prenez un pourcentage? Non, rien. Oui. Donc, on va évidemment ne pas faire du tout de bruit. Et au foyer, on ne parlera pas très fort aussi, pareil. Parce qu'il n'y a rien de plus perturbant, finalement, quand tu es sur scène, d'entendre du bordel sur... Autant quand tu as du bordel sur la scène. Oui. Enfin, ça va. Dans la fosse. Ça va, il peut arriver qu'il y ait des bruits. Mais les bruits qui sont sur le côté, c'est pas normal. Donc c'est quelque chose qui peut être très déstabilisant. Je regarde, qu'est-ce que j'oublie mon portable? Ah oui, le portable, c'est bien. Ouais. Et le petit pull? Est-ce qu'on éteint d'ailleurs? Non, le petit pull. Ouais, le petit pull. Bon, le petit pull, allez. Allez. Je vous suis. Ouais, merci. Il faut que je coupe mon portable. Oh putain, il y aura de la viande. Ouais, mais bon.
Tu vois, ça c'est une des premières affiches d'Inconnu à cette adresse. Et à l'époque, il changeait les couples, tu vois. Ah oui, c'est bon. Jean-Pierre, par exemple, il l'a fait avec Eric Elmosny. J'arrive pas à dire le nom. Elmosnimo. C'est horrible. Pour un comédien. Non, je suis dyslexique, moi. Ouais. J'ai problème de... Il y a des mots que j'arrive pas à dire. Guacamole, par exemple. Ah, Hélicoptère. J'ai des mots que j'arrive pas à dire. Ouais. Mais je ne saurais jamais les dire. Donc là, on va vers le foyer. Alors, le foyer, là. C'est bien. Qu'est-ce que tu dis? Ah, regarde, sans déconner. Tu vois, non mais viens. On dit que la jeunesse ne s'intéresse plus à rien. Et mademoiselle qui est ouvreuse, pendant le temps du spectacle, elle lit dans une niche, comme si elle était à l'Alcazar. Et c'est magnifique. Je fais semblant depuis le début. Non, tu fais pas semblant. C'est bien. Magnifique ici. Voilà. Voilà. Notre Bonsoir. barman attitré. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, on entend la pièce. Non, là c'est la musique. Tu veux qu'on Ah la oui, baisse c'est un que la peu? musique. Ah Ouais, pourquoi peut-être un petit peu. On peut baisser un peu le... On se met ici son. en attendant. Alors Lou, qui travaille à la production du spectacle. Bonjour Lou. Et là, vraiment, elle bosse. Hein. Je vois. C'est une énorme machine. Bon, il faut peut-être qu'on lève quand même... Parce que j'ai commencé en posant une question, peut-être que les gens se demandent pourquoi j'ai commencé par ça. On a été interrompu par Jérémy Levin. C'est lacet. Ah, les lacets. Oui, Riyad. J'ai besoin Reste de avec Riyad. nous. Oui, je vous l'ai présenté, Riyad. Oui, Riyad, tu me l'as présenté. Oui. Je sais que c'est son anniversaire ce soir. Merde. Quel âge tu as, Riyad? 30. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas le droit de parler. Non. C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment... C'est atroce. Montrez-moi ces lacets. On peut se mettre où? On va se mettre ici. Bon, on va se mettre là. Voilà, comme ça. Donc, vous voulez quoi? Que je vous montre mes lacets? Oui. Mais non, c'est-à-dire que, en vérité, c'est ce que je dis dans mon livre, je ne sais pas faire des lacets. Et un jour, ma mère, en désespérance de cause, tu vois, ils tiennent pas en plus. Enfin là, ils tiennent juste pour m'emmerder. Tu vois, alors, et ma mère, un jour, en désespérance de cause, dans un magazine à l'époque qui s'appelait 100 idées, elle m'a dit, tu fais ça, tu fais une boucle, et tu croises. Parce que je ne sais pas, voilà, tu croises. Le problème de ces lacets-là, c'est que ça ne tient pas. C'est comme ça qu'on fait des Donc, lacets, non? Non, tu fais une boucle et tu fais comme ça. Alors tourne autour. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc ça, c'est très simple, Ouais. sauf que ça Vous ne êtes tient obligé de les pas. refaire. Donc Et on ça fait prévient. 60 ans que je m'arrête en permanence dans la rue et que je refais mes lacets. Voilà. Inconnu à cette adresse. C'est une pièce, vous l'avez dit, elle est On chargée. va peut-être boire quelque chose. Ah oui, non? avec plaisir. Tu veux un verre de coupe? C'est vous. Moi, je vous suis. Moi, C'est je quoi vais prendre un jus de quelque chose. Un parce jus que, à demain. ouais. Mm. Tu as un petit jus de quelque chose? Non. En fait, vous avez essayé de m'embrouiller Non. et il vous a vendu. Non, pas du tout. Non, des jus de fruits. Ouais. Tomate, mangue. Ah, tomate, super. Merci. Deux, s'il vous plaît. 2 tomates. T'as vu l'affiche du spectacle, juste au-dessus du bar? Ouais. Voilà. Inconnu à cette adresse. C'est l'histoire de 2 hommes, un Allemand et un Juif américain, Ouais. qui correspondent. Ouais. Mais on est en 1930, dans les années 30. On est juste avant On est en pleine montée du national-socialisme. Eux se sont connus aux États-Unis, à San Francisco. Ils étaient amis, ils avaient une galerie d'art. Ouais. Et mon personnage, Max, rentre en Allemagne, en pleine montée du nazisme. Et Martin, l'autre, reste à San Francisco et il va tenir seul la galerie, d'accord? Sauf que mon personnage va être totalement séduit par les idées du national-socialisme, par la montée d'Hitler. Et il va, à un moment donné, ne pas sauver son ancienne fiancée, qui est la sœur de Martin, qui est juive, qui est poursuivie par des SA.
qui vient frapper à sa porte une nuit, lui demander de l'aide parce qu'elle va être massacrée. Et il la laisse. Il lui ouvre pas et il la laisse se faire déchiqueter par les SA. Et l'autre va se venger uniquement par l'écriture. Mais on ne dit pas comment. Alors, on ne dit pas comment. C'est une pièce absolument redoutable. C'est une machine de guerre. Et au début, c'est aussi l'histoire d'une amitié trahie. C'est-à-dire que ce sont deux grands amis. Et au début, la conversation est très légère, très conviviale. Des potes. Drôle, comme des potes. Et au fur et à mesure que mon personnage va commencer à être comme envoûté par la politique, par le fascisme, l'autre va commencer à s'inquiéter, va commencer à le mettre en garde, jusqu'à cette trahison ultime, cette lâcheté totale. Et là, la vengeance démarre. C'est une pièce qui n'est pas joyeuse. On rit pas. Alors, c'est une pièce, tu sais que tu n'arrives pas à les ouvrir. Vous voulez que je vous aide? Non, mais moi, j'ai réussi. Hein. Non, mais c'est pas normal. Tout se passe mal depuis le début de cette émission. C'est vrai. Et je suis peut-être le chat noir. Mais il vaut mieux que ça se passe mal ce soir que demain. Attends. Moi, j'ai un chat noir. Ah, oui. Le chat noir porte bonheur. Hein. Ah bon? Oui. Oui, c'est bon, ça y est. Non, le chat noir porte bonheur, absolument. Oui, alors... Les gens viennent. Parce qu'on dit les gens, ils ont besoin de légèreté, les gens, ils ont besoin de se changer les idées. Mais les gens viennent et... Les gens, ils ont besoin. Les gens... Bon, les gens, d'ailleurs, ça veut tout dire et rien dire. Oui, ça veut... Oui, mais quand même. Je pense que quand les gens vont au spectacle, ils veulent voir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et en vérité, aujourd'hui, tu es tellement sollicité par une multitude de programmes, de bouquets, de trucs, ton portable, ton truc, que quand tout d'un coup, tu leur proposes quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, là, tu les cueilles et là, ça marche. C'est ça le secret. Et ça a l'air simple, mais c'est pas simple. Même s'il n'y a pas de joie de vivre, Là, on est sur un sujet sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'entends toujours, les gens vont se changer les idées. Non, c'est faux, en fait, là. Mais c'est faux, parce qu'en vérité, comme les gens... Vous abordez un sujet. Non, je vous explique, Thibaut. Oui. Comme les gens sont pris par la dramaturgie, ils se changent les idées. Ils sont ailleurs. Évidemment. Ils sont captés tout de suite par la pièce. Le pire au théâtre, c'est de s'emmerder. C'est de regarder sa montre. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Est-ce que les gens toussent dans la salle? Les gens toussent. Et là, ça va commencer. Oui. Quand on ne tousse plus, généralement, quand il y a un moment suspendu et que la pièce est prenante, les gens ne toussent plus. Oui. Ah, pas tout le temps. Si, ça tousse. C'est énervant. Moi, quand je ne suis jamais monté sur scène, mais dans la salle, ça peut m'énerver. Il y a plein de choses qui peuvent être parasitaires sur scène. Moi, quand je fais mon spectacle, ce qui peut être parasitaire parfois, et ça peut même parfois te mettre un spectacle par terre, c'est un rire qui sort de l'ordinaire. Si tout d'un coup, tu as dans une salle... C'est une bonne nouvelle, ça. Non, pas du tout. Si tout d'un coup, tu as dans une salle un rire, totalement dans les aigus, c'est ce rire-là qui va faire marrer les autres. Et toute la salle décroche parce qu'il y a quelqu'un qui rit de façon totalement incongrue. En plus, c'est presque vexant pour l'humoriste. Non, c'est pas vexant, mais t'es emmerdé parce que ça vient faire, tu vois, ça vient faire parasite. Avec Daroussin, comment ont été définis les rôles? Est-ce qu'il était évident que vous deviez jouer Max et lui Martin, ou vous auriez pu faire l'inverse? Est-ce que vous pourriez faire l'inverse? Oui, on pourrait faire l'inverse. En même temps, lui avait fait mon personnage, le méchant. Oui, on l'a vu sur l'affiche à l'époque. Vous avez montré. Peut-être que là, à ce moment-là. Lui avait fait Martin. Mais moi, j'ai toujours fait Max. Toujours. Vous aimeriez faire l'autre? Vous pourriez? Non, moi j'ai toujours fait Martin. Pardon, je s'embrouille. Moi j'ai toujours fait Martin.
Oui, je pourrais faire l'autre, tout à fait. Mais ça s'est pas, voilà, ça s'est fait comme ça. Comment on décide? Pourquoi votre personnalité est plus adaptée à un rôle dans ce cas-là et dans tous les autres? Mais je sais pas, moi, c'est souvent le metteur en scène qui va décider. C'est parfois... Vous savez pas. Non, je sais pas pourquoi Vous dites tout pas, d'un tiens, coup... ce rôle, il est plutôt fait pour moi. Oula, celui-là, je ne saurais pas le jouer. Mais non, c'est depuis la nuit des temps, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, vous avez des gens qui ont des emplois et qui sont évidents dans tel emploi. Et c'est le desiderata d'un metteur en scène, d'un réalisateur. Il y a une part qui vous échappe hein, aussi, et heureusement. Bon, on vous voit souvent, on vous imagine souvent. Enfin, moi, je vous imaginais concrètement comme un humoriste de télé, de radio. Mais un humoriste. Là, vous n'êtes pas un humoriste, vous êtes un comédien. En fait, c'est votre métier premier. Ouais, C'est sur ça que vous avez été formé. ouais, Vous n'êtes pas un journaliste qui s'est mis à écrire des petits textes pour faire marrer. Non, vous Non. êtes un comédien. ouais. Mais j'ai jamais été journaliste, Non. jamais. J'ai fait des billets. Alors parfois, on me reprochait, on disait que mes billets d'humour étaient des éditos. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours réfuté. Parce que moi, je n'ai jamais fait passer l'idée politique sur scène ou dans un billet. Jamais. J'ai jamais défendu une chapelle. Quand Sarkozy était au pouvoir, je tapais sur Sarkozy. Quand c'était Hollande, je tapais sur Hollande. Je me considère comme un bouffon. Alors, on m'a étiqueté à gauche, et encore aujourd'hui, on dit Guillon, humoriste de gauche. Mais c'est une connerie. Pour moi, c'est une connerie sans nom. Ah, vous n'êtes pas de gauche. Non, mais ce que je suis ne rentre pas en considération dans mon métier. Un humoriste ne doit pas défendre une chapelle. Ouais. Si un humoriste défend une chapelle, il ne fait plus son métier. Après, c'est vrai que j'aime bien taper sur l'extrême droite, mais j'aime bien taper aussi sur l'extrême gauche. J'aime bien taper sur les excès, en définitive. Oui, c'est vrai que, au final, si vous deviez compter le nombre de blagues contre la droite, contre la gauche, ce serait équilibré? Ouais, je pense, sincèrement, ce serait équilibré, ouais. Ouais. Parce que vous êtes connu comme le type qui tapait sur Sarko, mais parce qu'en définitive, Sarko était au pouvoir quand j'ai été à France Inter. C'est-à-dire que quand vous étiez au top, finalement, Sarko était au pouvoir. Enfin au top, je ne sais pas, mais le moment où j'ai le plus de caisses de résonance, voilà, Sarkozy était au pouvoir, avec tous les excès qu'on lui connaît. C'était un client formidable. Donc évidemment que tout d'un coup, j'ai été étiqueté anti-sarkozyste, donc humoriste de gauche. Mais c'est très con. C'est très con. Est-ce que vous lui avez déjà parlé directement? Jamais. Ah, jamais. Je l'ai déjà croisé comme ça, mais j'ai jamais osé parce que je ne connais pas sa réaction, quoi. Ah, vous savez pas vraiment ce qu'il pense de vous? Non, du tout. Je sais que je l'agaçais énormément quand j'étais à France Inter, parce qu'on me l'a dit. Mais voilà. Vous aimeriez bien lui parler une fois. Je suis sûr que vous aimeriez bien. Mais moi, j'aimerais bien parler à tout le monde, en définitive. Tu vois, j'aimerais bien parler à tout le monde. Les hommes politiques, ceux que j'ai rencontrés, sont assez intéressants, sont assez fascinants. C'est quand même des gens qui ont une forte personnalité, de l'entre-gens. Quand j'ai croisé Bertrand Delanoë, quand j'ai croisé François Hollande, d'autres sur des plateaux, ouais, c'était quand même des gens globalement intéressants. Vous suivez l'actualité encore? Autant qu'à l'époque? Peut-être pas autant qu'à l'époque, mais oui, je la suis, ouais. C'était quoi à l'époque, le régime d'actualité? Tous les matins, les journaux, la radio? Ouais, c'était beaucoup la presse écrite, à l'ancienne. Il faut prendre le plus d'informations possible, en accumuler, avoir le plus de... Mais c'était surtout, il y avait deux travails qui étaient... Enfin, deux styles de travaux qui étaient vraiment très différents. Il y avait les chroniques pour Canal+, et les chroniques pour Inter, ça n'avait rien à voir. Inter, il fallait trouver un angle, un sujet. Alors que sur Canal+, c'était des brèves. Donc, il fallait trouver plusieurs sujets. On avance dans notre soirée. Bien là, non? On est pas mal ici. On est pas mal. Allez, je finis cette goutte de jus.
Est-ce que quand on rentre dans un théâtre comme ça, bon, il y a la loge, mais quand on est il y a des théâtres qui ont moins d'histoire, est-ce qu'il y a une plus grosse pression, Non, il y a pas... ou un sentiment, quelque chose dans le ventre, une boule? Quand on rentre dans un théâtre neuf, vous voyez, qui... Il y a des lieux qui en imposent plus, ouais. Il y a des lieux qui en imposent plus, ouais. Ça va, Merci beaucoup, bonne soirée. Salut. Salut Lou. Il va se casser la gueule ou pas? Alors c'est le suspense de chaque émission. Le problème, c'est que cette caméra est formidable, même si se pète la gueule, on vous avez vu, pas. elle... On y est toujours. Toujours, hein. Non mais toujours, c'est extraordinaire. Super. Bon. Je vous ai entendu arriver cette fois. C'est ça, ouais. On serait dans un film, tu sais, t'as des gens dans les trucs qui disent... Ah mais c'est sympa en tout cas, pour faire un tour de garde ici. C'est chouette, hein. Bon, salut. Bonne soirée. Faire un peu le silence, puisque ça joue encore à côté. Alors, tu vois, regardez, il y a des tas de gens partout, tu vois. Ça travaille, ça bosse, ça... Regarde, tu vois, c'est magnifique. Pourquoi elle est là, l'affiche? On ne sait pas? Non, je pense qu'on était en train de l'échanger. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup. « 19h. » Tu sais ce qu'on va faire? Ah, on va en distribuer. On va en distribuer. Ça, c'est pas mal. Donne-moi un peu. Et on va en donner à... Autant? On va en laisser chez Mehdi, au Martel, là où on va. Allez, Salut. Et toi? Au revoir. À bientôt. Tu vois? Ça, c'est une bonne idée. Si on parlait de politique, Ouais. vous êtes né dans une famille de droite. Ouais, mes parents votaient Giscard. 2 fois même. Et comment on devient de gauche? Mais opposition je pense que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, mais vous allez quand même pas me dire... Vous essayez de me... Non. Vous essayez de me choper de nouveau. Mais Mais vous y êtes allé un peu tout seul hein, sur la politique. Hein. non. Moi, si. Non, Moi, non. non. Moi, je voulais vous parler de votre, du rôle de comédien, de comment vous êtes entré au théâtre. Ouais. Et vous êtes parti sur non, j'étais pas journaliste, l'actualité, la politique, c'est vous qui êtes allé tout seul. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Et ben, ça prouve que moi, maintenant, j'entre dans la brèche et que je veux avoir des réponses. Non, je vous ai expliqué en long et en large que j'étais pas un humoriste de gauche. Et vous me dites comment on est de gauche quand on a des parents de droite. Donc, c'est bien essayé. Oui, mais vous n'avez pas nié que vous n'étiez pas de gauche. Mais c'est pas... Ah, mais j'ai pas nié non plus que j'étais pas de droite. Hein. C'est vrai, vous êtes de droite? Tenez, monsieur. Allez-y, c'est formidable. Merci. Merci. Tu vois, je fais ma pub. Ouais, je vais essayer pour moi ouais, aussi. Mais Ouais. il faut le good mood. J'ai lu un article de... Ah, on peut peut-être passer par là, non? ici, Bien, c'est joli par là. Ouais. Allez, passage Brady. Ouais. J'ai lu un portrait de vous. Chez nos confrères Un portrait de qui? Chez nos confrères de Libération. Ouais. Alors j'ai noté parce que j'avais une phrase intéressante. Et je me suis demandé ce qu'il en était aujourd'hui. Ouais. Et il dit, au risque de l'anachronisme, il continue à éborgner et diaboliser Marine Le Pen comme si elle portait le même œil de verre que son père. Ouais. C'est qui a écrit ça? C'est Luc Levaillant dans le livre. Ah ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous n'êtes pas... Parce que vous dites, oui, vous me l'avez dit, je tapais sur l'extrême droite, je continue à le faire. Est-ce que vous vous trompez pas un peu? Il dit que vous êtes anachronique à vouloir les diaboliser. Moi, je pense que j'ai pas besoin de diaboliser Marine Le Pen. Elle fait ça très bien elle-même. Ah oui, vous trouvez?
Ah oui? Pourtant, moi je trouve plutôt qu'elle fait très bien, elle sait très bien se dédiaboliser. Ah, je suis non pas si sûr que ça, moi. Je suis pas si sûr que ça. Bonjour messieurs, dames. Voilà, tenez, c'est formidable, Vous avez une chance d'aller allez-y. au théâtre. Magnifique, Tenez, hop, je vous en donne un vous aussi. je vous en prie. Merci, vous en voulez un? On Ah est bah à la voilà. rue, total. On est à la À rue. partir de demain, Stéphane Guillon au théâtre. Et j'ai tout donné, hein. C'est bien. Ouais. Quelle était la question alors? Marine Le Pen. Et vous êtes le seul à dire elle continue à se diaboliser. C'est fou. Peut-être Oui, qu'il a parce raison, Luc Levaillant. que Vous êtes anachronique. en vérité, c'est comme un trompe-l'œil. C'est sans arrêt un trompe-l'œil, le Front National. C'est-à-dire que, et on l'a encore vu aux dernières élections, à chaque fois qu'ils essayent d'avoir une vitrine respectable, honorable, il y a toujours quelque chose qui va les rattraper. Exemple, cette femme, cette députée qui a posé avec une casquette néo-nazie. Donc même leur propre casting, on parle quand même de députés de la République, de gens qui choisissent, même ça, ils le ratent. Et c'est ça en définitive qui est intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est une dédiabolisation qui n'en est pas une. Parce que moi, je pourrais jamais me faire passer pour un Écossais, si tu veux, en kilt. Ouais. Pourtant, les casquettes à carreaux Ouais. comme ça, vous essayez. Mais je pourrais comme ça. Fais gaffe, il y a... mais ça durerait 5 minutes. Ouais. Vous avez Eh ben, l'accent c'est ou la pas? même chose. Ouais. C'est la même chose, là. Bon, et alors, bah tiens, on a parlé d'un... J'ai des métaphores compliquées. Ouais, on a parlé d'un côté de... Bonjour. Allez-y, c'est formidable. Merci. Au revoir. On a parlé d'un côté de l'échiquier politique, on passe de l'autre. Vous en pensez quoi de cette nouvelle gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'elle vous convient encore, la gauche, votre gauche? Non, mais alors, Thibaut, à partir du moment où vous posez des questions pourries, vous n'avez aucune chance d'avoir une réponse. Alors, c'est quoi la bonne question pour avoir une réponse correcte? Parce que vous dites votre gauche. Oui. Donc, il va falloir que je vous réexplique. Bonjour, ça va? Allez, tenez. Allez-y. Pardon. Merci. Donc, c'est pas ma gauche. Moi, vous ne saurez jamais pour qui je vote. Jamais. Je vais garder comme disait l'autre, ma liberté de penser. Vous avez Ah, on va aller là, c'est joli. Viens, viens. Ah, les petites écuries? Ouais, allez. Est-ce que c'est vous qui connaissez le chemin pour aller au Martel? Ah non, mais là, c'est bloqué. On peut pas refaire comme ça. On peut, hein. On peut aller. Je pense. Bon, alors je vous repose la question sans vous provoquer. Ouais. Jean-Luc Mélenchon et les positions qu'il prend avec son parti depuis quelques années, vous en pensez quoi? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est devenu fou. À ce point-là? Ouais. Ce n'est que ça. Il est incontrôlable. Il est devenu totalement incontrôlable. Est-ce que c'est l'usure du pouvoir? Est-ce que c'est le fait finalement d'être sans arrêt dans l'opposition, sans jamais être aux affaires? Est-ce que c'est une forme d'aigreur? Je ne sais pas, mais il est devenu irresponsable, il est devenu violent dans ses diatribes. C'est pas quelqu'un de lisse, c'est pas quelqu'un de posé. Et finalement, c'est même plus quelqu'un d'intéressant. Alors que je pense qu'à un moment donné, il a été intéressant. Parce que c'est un homme intelligent, parce que c'est un homme cultivé. Mais alors ça, il est passé de l'autre côté. Voilà. Mais de l'autre côté de quoi? De l'autre côté des gens responsables, politiques. Je veux dire, moi, à la limite, si je dis n'importe quoi ce soir, c'est pas très grave, ça reste n'importe quoi.
Je suis un bouffon, j'engage pas de... Bonsoir. Allez-y, c'est formidable. Merci beaucoup. Je t'en prie. Moi, j'engage personne, si tu veux. Eux, quand même, ils engagent des gens. Alors, Attention, parce que dans le parti de Mélenchon, il y a des gens sincères derrière, tu vois. Il y a des gens qui ont des convictions. Il y a une jolie droite, mais il y a aussi une jolie gauche. Donc finalement, ça fait chier que ces gens-là représentent aussi mal leur zouaille. Tenez. Merci. Tenez, mademoiselle, il n'y a pas de raison. Merci. Tu vois, j'ai bien répondu à ta question. Ouais, franchement, c'était bien. Et alors, c'est ma dernière question politique. Alors là, je vous demande une réponse de très grande qualité. Ouais. C'est beau, hein. C'est magnifique. Déconner. Et là, je pense, c'est vraiment beau, là, Riyad, je pense qu'il s'est fait plaisir. Pourquoi? Mais parce qu'il fait des choses magnifiques avec la lumière, les néons. Riyad, il s'est fait plaisir. Ah ouais. Ouais. Dernière question politique. Vous m'avez parlé de l'homme, Mélenchon. Mais les idées défendues par cette gauche moderne, on parle du wokisme. C'est quoi les idées? Ce terme que tout le monde utilise aujourd'hui de wokisme, décolonial, parfois antisioniste, vous voyez? Ouais. J'imagine que ça, l'humoriste que vous êtes, s'en serait saisi parce que ça Mais je m'en saisis, hein, je fais toujours des petits papiers sur mon Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je fais des papiers, je fais des chroniques régulières. Et 60 000 personnes, et je serais ravi d'avoir les gens de Figaro TV. Attention. Attention, Riyad. Ouais. Bonsoir. Il est très maladroit. Ah oui, c'est vrai. Ouais, très maladroit. Bonsoir. Ah, c'est génial, allez-y. Ouais, vraiment, c'est très bien, ouais. Non, mais lui, t'as chié. Non, lui, t'as chié, mais lui... Heureusement, Daroussin. Ouais, heureusement, Daroussin. Viens. Allez, voilà. Mademoiselle, c'est quoi votre prénom? Constance a dit heureusement, Daroussin. Parce que Guillon, vraiment, est pas bon. Merci. Au revoir. Et nous, c'est Daroussin qu'on voulait. C'est ça le problème, il a refusé, donc... Toi, la jeunesse. Merci, monsieur. Ah, monsieur, merde, je prends 40 ans tout d'un coup. Vous demandez qui vous étiez? Moi, je suis le mec juste là. Ok. Tu vois, c'est sympa, on a bien fait de passer par ici. Ouais. Vous pensez combien vont venir? Tu sais que l'émission a très mal démarré. Oui, mais là, et je me demande si on n'arrive pas dans la rue du Martel, là. Ce qui serait un coup de génie. Hein. Ah, parce que vous doutiez? Ah non, mais alors totalement à l'aveugle pour le coup. Fais gaffe. Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder... Ah oui, la rue Martel, c'est celle-là. C'est laquelle, la rue Martel? Je crois que c'est celle-ci. Attends, c'est magnifique. Oui, c'est là. On tient le bon bout. Ah non, mais c'est magnifique. Je suis content parce que, tu vois, j'étais pas sur le début. Ouais, je vous ai senti un peu diesel. Ouais, un peu... le téléphone qui sonne. Le metteur en scène que je veux rappeler. Et puis là, ça y est, vous y êtes. On y est, non? On y est, c'est là. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Putain, monsieur, c'est horrible. Ah, je suis obligé, attends. Putain, monsieur, tout le monde m'appelle monsieur. Non, vous appelez Stéphane, monsieur Guillon. Ah si, tu peux m'appeler Stéphane. Ah, monsieur Guillon, bah oui. Bah, allez-y, on reprend demain. Ouais. Daroussin est extraordinaire. Il est toujours. Et là, en ce moment, il est pas chier. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Alors, Mehdi. Mehdi, Voilà, Mathieu Lapoule. Ça va? Voilà. Bon, Mehdi, Thibaut et Riyad. Mais Riyad, il n'a pas le droit de parler. Il filme. Il n'a pas le droit de parler. On peut se mettre où? Ah, super, c'est gentil. Ouais, t'inquiète. Là, il y a un salon privé. Ouais. Tu vois. Alors pourquoi le Martel? Pourquoi le Martel? Parce que je suis venu ici une première fois en 2006 et j'avais fait mon premier succès au théâtre, au Trévise, sur le 2e horaire. Je jouais à 22h, mise en scène de Jeanne Herry. J'ai fait, pour la première fois de ma vie, j'ai eu du public dans ma salle. Parce que moi, je me définissais comme le grand spécialiste des salles vides. Ah oui, jusqu'ici, c'était salle vide. Ah ouais. Et on est venu ici célébrer.
Et depuis, c'est un peu une Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une première ou quelque chose, bah, je reviens là, quoi. Voilà. Et il est extraordinaire. C'est un gars, parfois, il prend l'addition et il la froisse. Je te jure qu'il invite les gens. Il n'y a pas de restaurateurs qui font ça. Mehdi, le Martel, rue Martel. Ça va, t'es avec nous? Fais un peu de pub. Hein? Tu veux aller dehors? Faut pas te parler parce que tu n'existes pas, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait Guillaume, notre chauffeur. Ah, pas Il y de a qui problème. dehors? Il y a notre chauffeur qui nous attend, mais là, on va passer. On a 20 minutes, là. Ah, oui. Allez, on s'installe. Pardon, excuse-moi. On se met ici? C'est toi, ouais. On essaie d'être discret, hein. C'est pas gagné. Vous êtes parisien? Pardon, excusez-nous. Hein. Pardon, désolé. Vous êtes parisien? Non, moi je suis un enfant de banlieue, moi. Pour les provinciaux, vous êtes un parisien si vous êtes banlieue. Ouais. Mais je vis maintenant, je vis en Corse une grosse partie de l'année. Est-ce que vous avez bouffé Paris, croqué Paris à une époque? Non. Jamais. Non. Non. Je regrette. Ah bon? Je me suis très très peu amusé dans mon adolescence. Très peu. J'étais très sérieux. Je ne sentais pas. Et je me dis avec le recul tout ce que j'ai raté. Parce que c'était quand même des grandes années pour sortir. Ah oui. Ouais. À quel moment vous devenez connu, célèbre? À quel moment la première fois on vous arrête dans la rue? 2003, 2004 avec Stéphane Bern. Ça se passe comment? Vous vous souvenez de la première fois qu'on vous a arrêté dans la rue? La première fois qu'on m'arrête dans la rue, c'est à Marseille. Parce que je fais la grosse émission produite par Dominique Farrugia. Et la grosse émission était énormément regardée à Marseille. Et les premières personnes qui me... Tu peux nous mettre un... Boulette à merguez, tu veux? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Légumes? Rapides? Légumes rapides, ouais. Non, on a 10 minutes. C'est rapide. Donc tu nous mets 3 courgettes et un peu de semoule, on va manger. D'accord. Marseille. Ouais, donc c'est à Marseille qu'on m'a reconnu pour la première fois. Et la première fois qu'on vous a insulté dans la rue? Bizarrement, c'est quasiment jamais arrivé. Ah ouais. Parce qu'on vous dit. Il y a un mec au bon marché un jour qui m'a agressé et j'étais avec ma toute petite fille. Et c'était tellement violent, son attaque était tellement violente que moi qui suis absolument pas violent, je lui ai mis un coup de boule. C'est pas vrai. En plein bon marché. Non. Et les vigiles sont intervenus et m'ont reconnu. Et c'est passé. Mais j'ai détesté, parce que, évidemment, tu peux me dire ce que tu veux, mais qu'on m'agresse alors que ma petite fille, elle avait 6-7 ans, quoi. Et qu'on agresse son père. C'était violent ce qu'il me dit, hein. Et puis il y a ça du visage. Que c'est même pas moi d'ailleurs qui ai mis le coup de boule. Devant autant de violence, il est parti tout seul. Il est parti tout seul. Vous m'avez raconté une connerie sur la fête, non? Sur quoi? Sur la fête. Quelle fête? Vous m'avez dit, je suis pas sorti. J'arrive pas à vous croire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis très peu sorti. Et là, j'ai lu le livre de Raphaël Baquet sur Karl Lagerfeld. Et elle parle de ces années du 7, de ces années Palace, de toutes ces années de la fête, si tu veux, à Paris. C'est vrai que je me suis dit, mais tout ça, je ne l'ai pas vu en fait. Je l'ai pas vu. Est-ce que vous êtes du genre à... Vous auriez pu être du genre, vous l'avez été à tout claquer. À partir du moment où vous êtes mis à gagner un peu d'argent et à vous dire... Non. Pourquoi vous souriez? J'ai l'impression que vous me dites
C'est pas la vérité. Mais si, c'est la vérité, mais j'ai pas tout claqué, j'ai pas... Parce que ce moment de la célébrité, au moment où vous commencez à vous reconnaître, qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que vous... Parce que tout le monde dit non, j'ai pas changé, je suis resté proche des Bien sûr que vous changez. C'est évident que vous changez. Moi, j'ai changé. Moi, je ne supporte pas de voir des images de moi il y a 15 ans. Je me trouve arrogant, je me trouve insupportable, j'ai envie de me mettre des baffes. Ah oui. Parce que je pense que je me suis pris au sérieux réellement à un moment donné. Mais je dirais que c'est inévitable avec la notoriété quand elle est soudaine, quand elle est violente, quand elle est soudaine dans son arrivée, parce que moi je l'ai attendu longtemps, et qu'en vérité, un être humain n'est pas fait pour être arrêté dans la rue, pour être France Inter par exemple. C'était vraiment une notoriété très forte. Ouais. Inter. Pourtant, vous êtes qu'une voix. À l'époque, il y a même... Je suis qu'une voix, je suis resté que comme ça 2 petites années, ouais, et quelques légumes, merci. Mais ça a suffi. Un jour, Cyril Hanouna a dévoilé de l'argent que vous gagnez. Ça vous a énervé, ça? Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais, merci. Ah, les questions, ouais. Qu'est-ce qu'elles ont, mes Mais questions? qu'est-ce que c'est que ces questions? Elles sont bonnes. Voilà. Non? C'est des vieilles histoires, ça. Hein. Ouais, mais on a 2 heures, on a plein de choses à se raconter, notamment Ouais. les histoires. Ouais, mais bon. Et vous pouvez me dire d'aller me faire voir. Hein. Moi, ça me gêne pas. Pardon? Vous pouvez me dire d'aller me faire voir. Hein. Non, je suis un garçon bien élevé. Je préfère vous dire que c'est des vieilles histoires. J'aime pas... je n'aime pas, comment on dit, réveiller des trucs comme ça, quoi. Bon appétit. Donc là, c'est le couscous emblématique de vos réussites. Ouais. On mange devant Riyad. Mais Riyad va goûter. C'est dégueulasse. Parce que ce que Riyad peut faire, c'est qu'il peut poser la caméra. À Et cause de pour la son caméra, ouais. anniversaire, le soir de son anniversaire, il Ah va ouais, quand même manger un ouais, bout. c'est pas bien, ouais. Riyad. Riyad, pose la caméra. Oh, il est bon. Ouais. Ah oui, c'est quelque chose. Bon, je reviens à ma première question sur la comédie. C'était obligatoire pour vous de devenir comédien? Il n'y a pas d'autres options? Non, c'était obligatoire, ouais. Ouais. Vous avez réfléchi? Vous avez essayé de vous replonger à l'époque? Dans l'époque? Aussi loin que... Mais c'est mon père qui avait dit ça un jour à quelqu'un. Il a dit, dès que Stéphane a su parler, il a dit qu'il voulait être acteur. Donc c'est un truc qui m'est venu quand j'avais 3-4 ans, quoi. Très, 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 très petit. Et très vite, vous rentrez dans une école de théâtre et vous rentrez sur une esbrouffe. Vous me racontez? Ouais. On doit passer une scène et ma mère a un disque de Louis Jouvet, qu'on a vu tout à l'heure. Le Don Juan de Louis Jouvet. Un enregistrement au Théâtre de l'Athénée. Et je vais choisir, pour des raisons totalement incompréhensibles, de jouer le père de Don Juan, qui est un vieillard de 80 ans, à l'époque, 80 ans, à l'époque de Molière, voilà, et qui vient faire la morale à son fils. Mais comme je n'ai aucune culture théâtrale, heureusement que je trouve ce disque, je vais l'écouter en boucle, et lors de l'audition, je vais retranscrire toutes les intonations du comédien. Et donc, le professeur me dit, c'est assez étonnant, parce que ça me rappelle un enregistrement au Théâtre de l'Athénée. Est-ce que par hasard, tu aurais un jour entendu ce disque? Et moi, je regarde et je lui dis que je mens comme un arracheur de dents. Je lui dis, mais non, pas du tout, jamais. Et donc, je dis que je suis rentré dans ce cours, oui, sur un mensonge. Mais l'art du comédien, c'est le mensonge.
Finalement. Ouais. Vous n'êtes pas resté longtemps chez lui? Non, un an. Et vous êtes retrouvé chez Cochet. Jean-Laurent Cochet. Et là, vous pouvez expliquer qui est Jean-Laurent Cochet? Ça a été le prof de Lucchini, de Depardieu, d'Isabelle Huppert, des plus grands comédiens français de l'époque, de Jacques Villeray. Et c'était un très grand conférencier. C'est quelqu'un qui était capable de te parler pendant 2 heures d'un personnage du misanthrope, pendant 2 heures, et tu ne t'ennuyais pas pendant 2 heures. C'était juste passionnant. Il avait une culture théâtrale incroyable. Après, c'était un monstre sacré, et dans sacré, il y a aussi monstre. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une très forte personnalité, un caractère très fort, qui pouvait parfois être cruel, injuste ou génial. Mais je pense que beaucoup de metteurs en scène à l'époque étaient de cette trempe-là et avaient ces caractères jusqu'au boutiste. Ou si tu n'étais pas avec eux, tu étais contre eux. Ouais. Il a fini par vous virer lui aussi. Ouais, enfin, je me suis viré moi-même en définitive. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un jour, il nous forçait à aller au cours de son petit copain qui était nul et que moi j'y allais pas et qu'à un moment donné ça l'a gonflé et il a dit si vous n'allez pas au cours de machin, c'est terminé et moi je me suis levé, j'ai dit c'est terminé, je suis parti. Voilà. Vous avez osé. Ouais. Vous avez quand même, il y a un art quand même, vous savez vous faire virer quoi. Il y a une mise en scène pour se faire virer. Non, en vérité, c'est pas drôle de se faire virer. Tu le payes très cher d'ailleurs. Je dis ça dans un sourire, mais quand vous vous faites virer de France Inter, ouais. Vous le mettez en scène aussi. Après, bien évidemment, parce que on a le sens du spectacle. Vous me virez, j'en fais un spectacle, évidemment. Ta gueule toi-même. Évidemment qu'on a fait on en a fait des tonnes quand on était virés. Mais ça faisait des mois qu'on leur faisait les bras d'honneur. Donc ils nous virent, on a continué. Mais après, quand tu fais des salles de plus en plus petites, quand le public se raréfie, quand tu es moins connu, quand tu invites moins, tu le payes aussi. Avoir une grande gueule, tu le payes. Évidemment, tu fais un coup comme ça, on parle de toi, on parle beaucoup de toi. Et puis après, il faut assumer. Il y a eu une traversée du désert. Ouais, bien sûr. Mais encore aujourd'hui, parfois, oui, évidemment. Tout d'un coup, tu remplis, tu fais, comme j'ai fait, parfois 5, 6 palais des congrès à Nantes, 2000 personnes, à guichet fermé. Tu fais le Théâtre de Paris, qui est la plus grande salle de Paris. Tu l'as fait pleine pendant 6 mois. Et puis un jour, tu te retrouves dans des salles des fêtes, dans des salles de 200, 300 personnes. Et il faut l'assumer. Ça s'assume aussi. Tu vois, à un moment donné, quand tu n'as plus les médias avec toi. Est-ce que vous seriez viré, vous? Non. Vous l'avez cherché? Non? Ah non. Vous considérez donc que c'est d'une certaine manière... Mais comme je n'aurais pas viré Guillaume Meurice, comme je ne supprimerai pas l'émission de Cyril Hanouna, je ne suis pas du tout pour virer les gens pour la censure. Moi, je suis pour une liberté totale. Après, les gens, ils regardent ou ils ne regardent pas. Je ne suis pas pour virer les gens. Oui, mais un patron ou une entreprise peut ne pas aimer l'humour de tel ou tel. Il peut, il a le droit, évidemment. Mais je pense que c'est un tort. Je pense que c'est beaucoup plus malin. Chirac a compris ça avec les guignols. Hein. Mehdi, on peut avoir 2 thés à l'amande, s'il te plaît? De quoi? De s'en servir? Bien évidemment. Oui, mais comment Sarkozy aurait pu finir par se servir de vous? J'ai du mal à le... Ça aurait peut-être pris du temps, il aurait fallu trouver une idée. Mais...
Moi, la question que tu m'as posée, c'est est-ce que je me serais viré? Je t'ai répondu non, je ne me serais pas viré et je n'aurais pas non plus viré mes camarades. Voilà. Merci beaucoup. Mais ça veut dire que vous trouvez encore qu'il y a une injustice aujourd'hui? J'ai pas à émettre un jugement de valeur. Les gens, ils font ce qu'ils veulent me virer et me virent. La question, c'est est-ce que moi, je me serais viré? Ouais. Non, je me serais pas viré. Je suis étonné parce que juste avant, vous me dites ça faisait des mois qu'on leur faisait des bras d'honneur. Bon, Bah ouais. si Et ça fait alors des mois qu'on vous fait un bras d'honneur, vous vous virez pas. Non. Je réponds. Guillaume Meurice, ça m'intéresse. Oui, je me doutais que vous allez me répondre ça, que vous l'auriez pas dégagé. Ouais. Je m'en doutais un peu. Pourquoi? Parce que c'est une défense absolue de la liberté d'expression coûte que coûte à ce moment-là. Donc, Ouais, et pourtant, je suis pas du tout pour ce qu'il a fait ou dit. D'ailleurs, je l'ai dit à un moment donné. Je dis voilà, moi, je l'aurais pas fait. Mais pour autant, je ne l'aurais pas viré. Et vous voyez bien que en fait c'est là où j'ai du mal à vous suivre, c'est qu'on vous donne vous voulez prendre toute la place, prendre la lumière de France Inter et en même temps provoquer. Vous voyez, c'est Mais que vous ayez du mal à me suivre, j'en suis ravi. Hein. Ravi. Bon, il est délicieux ce couscous. Il n'est pas sucré le talamande. Non. C'est meilleur pour la santé. Faites attention à ça. Faites du sport. Ouais, ce matin, j'ai fait mon petit cardio, j'ai fait mes pompes, mes assouplissements. Ouais. Évidemment. Il est quelle heure? Est-ce qu'on y va? Oh non. On est bien. Allez, on prend une petite... Encore 5 minutes? Ouais, bien sûr. Ouais, allez. Ce rôle de méchant que vous aviez, Oui. c'est vous qui l'avez déterminé? C'est vous qui vous êtes fait ce personnage? Ou on Non, vous l'a demandé? c'est un hasard. Au départ, j'ai travaillé pour Michel Muller. Et Michel avait un humour très, très trash, un humour à la Harakiri, donc on avait un cahier des charges. Et puis après, je suis arrivé chez Stéphane Bern à France Inter, et ce que nous demandait Stéphane dans l'émission du Fou du Roi, c'était de faire un portrait poil à gratter, si tu veux, de l'invité. C'est-à-dire qu'on devait aller chercher un peu l'invité. Bon, moi, j'ai été chercher beaucoup. Vous preniez par la main. Mais on m'a demandé au départ. Et quand l'émission de Stéphane devient une émission sur Canal+, 20h10 pétante, Stéphane me prend avec lui dans ses bagages et me demande de faire le même exercice. Et on a une invitée test qui est la baronne Nadine de Rothschild. Et là... Là, j'y suis allé et ils ont trouvé ça formidable. Ils m'ont dit, parce qu'on a fait un pic de 10 maths, évidemment, et ils m'ont dit, lâche-toi, ta carte blanche. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu faire plaisir à mes patrons. Je suis très obéissant. Moi. Vous savez, quand on m'engage sur France Inter, quand Frédéric Schlesinger m'engage sur France Inter, il me dit, tu as carte blanche, vas-y. Vas-y à fond. C'est ce qu'on me dit. Et souvent, on vous vire pour les mêmes raisons pour lesquelles on vous a engagé. Et ça répond parfaitement à votre question. Parce que vous m'avez dit, oui, vous revendiquez la liberté d'expression, vous faites des bras d'honneur, et après vous vous étonnez. Oui. Mais sachez qu'on m'a demandé de le faire. Moi, j'ai juste obéi à mes patrons. Un peu trop, peut-être. Et alors, quand vous écriviez vos textes, est-ce que vous disiez, allez, de toute façon, j'ai carte blanche, j'y vais, ou ah non, quand même, là, je peux pas. Est-ce que vous aviez je sais pas, un moment de conscience, de dire non, là, je peux pas le faire ça à ce pauvre type. Non. À l'époque, j'étais marié avec Muriel Cousin, qui mettait en scène mes spectacles, et qui était, Muriel était mon garde-fou. C'est-à-dire que souvent, Muriel me disait là tu peux pas, là tu ne devrais pas. Ah, tu devrais pas. Tu ne devrais pas. Et généralement, je l'écoutais.
C'est quoi le tu devrais pas? Pourquoi? Par exemple, un exemple, c'est pas une... Parce que tout d'un coup, une phrase dans un papier va prendre le pas sur tout le reste du papier. Ah oui. C'est un peu votre métier à vous, journaliste, par exemple à vous, Thibaut, c'est que dans cette interview, vous pouvez tout à fait être tenté tout d'un coup d'extraire une phrase. Oui. Et de la mettre demain. Et de la mettre en avant. Oui. De l'enlever de son contexte. Le contexte est très important. Moi, souvent, on m'a reproché des choses qui étaient totalement injustes parce que le papier disait exactement le contraire. Mais on avait extrait une phrase. Est-ce que c'était plus facile de taper sur pas un politique, en tout cas d'attaquer un politique qu'un artiste ou inversement? C'est beaucoup plus difficile d'attaquer un politique. Ah bon? Ben Je me disais qu'un politique, bon, d'une certaine manière, il demande que ça. Le politique, il est puissant, il peut vous répondre, il peut vous virer. Un artiste, moi, les rares fois où je me suis excusé de papier, qui était mauvais, qui était à charge, c'était auprès d'artistes. Ah oui. C'était jamais auprès de politiques. Non. Guy Bedos, il m'avait dit cette phrase, j'ai pas compris tout de suite, et maintenant, au fil des années, je la pige. Méfie-toi de certaines cibles. Méfie-toi de certaines cibles. Et c'est vrai que dans un combat, dans un duel, dans un papier, dans une critique... C'est marrant que vous disiez ça, combat-duel. C'est pas anodin. Si. Parfois les gens peuvent te répondre. Et puis je suis désolé. Quand Éric Besson, notre sémillant ministre de l'immigration, faisait des déclarations ou prenait des mesures qui étaient violentes, que je considérais comme violentes, je répondais par l'humour. Donc on était dans une forme de duel. Puis lui, il me répondait par voie de presse, ce qu'il a fait. Comme Nicolas Hulot, ce qu'il a fait. Nicolas Hulot, il a obtenu la une du JDD pour me répondre. La une. 3 jours après mon papier. C'est des gens qui ont des réseaux, c'est des gens qui sont puissants, et c'est des gens qui peuvent frapper et qui peuvent faire mal aussi. Donc c'est un duel. C'est subtil parce que tout à l'heure vous me dites quand un humoriste se met à défendre une cause, il fait plus son boulot. Et là vous me dites bah tiens Besson, j'attaque ses prises de position. Mais c'est pas une cause. Oui, mais vous voyez que c'est quand même. Parce que je vais attaquer Besson. Ouais. Le lendemain je vais attaquer Mélenchon. Ouais, okay. Après Hulot. Ok. Donc voilà. Sinon je peux plus du tout bosser. Ouais. La petite clope qui va bien. Avec dire de rien. On y va Stéphane, parce qu'on va être en retard après. Hein. On traverse Paris. Je sais que vous avez... On part avec le couscous, on fait un doggy bag. Mehdi. Je veux pas qu'on paye, tu vois, je te l'avais dit. Moi, je suis gêné, je vais être obligé de revenir. Alors. Bon alors, Mehdi nous a invités. Mehdi nous a invités, donc... on le remercie. On le remercie. On redonne l'adresse du Martel. Oui, c'est 3 rue Martel. 3 rue Martel, le Martel, 3 rue Martel. Le meilleur couscous de Paris, kefta aux œufs, boulettes, l'agneau, magnifique. Les briques à l'œuf, thon et œuf ici sont magnifiques. Les pâtisseries, regarde les pâtisseries. Vous feriez un excellent critique gastronomique. Je peux demander un verre d'eau? Tu as un verre d'eau? Bien que je te donne un verre d'eau. Merci. Merci beaucoup, c'était délicieux. Merci pour votre accueil. On vous laisse les petits, on laisse les petits flyers. Bien sûr, tu dois là-bas sur le... Allez, parfait.
Mehdi, je peux prendre une pâtisserie? Ah, on prend une petite pâtisserie. Riyad. Riyad pour ton anniversaire. Ah ouais? Je vais en prendre une pour Riyad quand même. Bonne soirée. Riyad, tu veux laquelle? Ah ouais, ouais. T'as pris une pâtisserie? Ouais. Toi aussi? Riyad, qui n'a pas le droit de parler, a pris une pâtisserie. C'est son gâteau d'anniversaire. On va être en retard, tant mieux. Vous allez où là? Au jardin d'acclimatation. C'est pas à côté, hein? Non. En voiture? En DS présidentielle. Celle de Giscard. Puis, prends le thé. Regarde, un thé. Prends un thé, prends un thé. On s'en fout. Sartec. Tiens. Allez, Merci. à nous. Au Figaro. Qui l'eût cru? Ah bah tiens, À la pièce. à la pièce. Allez, c'est parti. Merci Mehdi, bonne soirée. Au revoir. Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger Non, pendant une soirée privée. Non. On n'arrête pas de me dire que je vous ressemble énormément, c'est assez agaçant. Et en même temps, très agréable, parce que je vous aime beaucoup. Mais Regardez, vous êtes en photo là, vous êtes à droite. exactement. Je me demandais si je pouvais prendre une petite photo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, je vais la faire. Avec plaisir, merci. Très gentil. C'est entre une, On se dit. malédiction On et... lui dit qu'il me ressemble. Mais on me le dit et je ne comprends pas. Pas tout à fait faux. Ah bah, comme ça, on va pouvoir comparer. Hop. Et hop. Bah voilà. Bah, merci. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Merci, toi Merci aussi, beaucoup. merci. Bon, Amélie, on doit y aller, on va se faire engueuler. Ah, je vois la voiture. On voulait venir mercredi en plus. C'est bon, on a Ah ouais, payé, ça va. Pour Jean-Pierre Darroussin. Pour Jean-Pierre Darroussin. c'est vrai, ça marche pas? Non, pour l'instant, ça marche pas, mais ça marche pas. Ça marche après, ouais. Peut-être sa carte bleue, elle veut pas le dire. Mercredi, on sera là. Bah, venez me voir en loge après, d'accord? Comme ça, on... s'en souviendra. Salut. Ah oui, je rêve ou le petit tour de flyer, ça a déjà marché? Mais parce que j'étais sympa avec les gens, ils viennent. Six personnes. Ouais. Ils vont en entraîner combien derrière eux? C'est ça surtout. S'ils aiment, 6 x 6. Banco. Avant qu'on entre dans la voiture. Ouais. Votre humour. J'ai trop mangé. Pourquoi? Je vous vois, hein, avec Oh putain. J'avais la faim petite aussi. douceur, là. Mais attends, on a fait 2 filages aujourd'hui. Ah, vous êtes affamé. Ah ouais. Bon, allez, je vous laisse rentrer dans le... Là? Ouais, c'est ici. Je vous en prie, vous êtes derrière, vous vous mettez à l'aise, hein. Qui conduit? C'est Guillaume, notre chauffeur. Je vous Salut le présente. Guillaume. Peut-être mettre ça derrière, non? Ah oui, on peut. Ouais. Guillaume, il me raccompagne chez moi après? Ou Ça pas? dépend. Ça dépend comment ça se termine. Ah ouais? Ouais. Attends. Toc. Là, ça doit être affreux comme plan, non? Ça, serré comme ça, non? Non, je vous assure que c'est pas Non, mal. c'est vrai, c'est pas... Ouais, ouais. Parce que là, il va Parce que là, tu vois les poils des oreilles, les poils de nez, tu vois il tout. va commencer à Ouais. toucher un peu la lumière et tout. Il y a même de l'eau dans les... Ouais. Putain, parce qu'on est assoiffé, on vient de manger un couscous.
On a mangé un couscous en 10 minutes. J'ai encore des... C'est pas génial de manger un couscous quand tu donnes une interview. C'est comme une salade verte, tu vois. Faites voir. Non. Fini de rire. C'est le cas de le dire. C'est Albin Michel. Ouais. Attends. Je sais pas qui c'est le héros de ce livre, mais ce que vous lui mettez. Bah vous oui, lui mettez mais... plein la tronche. Ouais, mais c'est normal. Ah bon? Bah oui, parce que... si tu veux, pour être ce livre, pour qu'il ait une crédibilité, il fallait pas que je m'épargne. Oui, parce Sinon, que c'est une autobiographie, faut le dire. C'est pas vraiment une autobiographie. Non, c'est l'histoire d'un deuil amoureux. Et à travers ce deuil amoureux, je me raconte et j'essaye de comprendre pourquoi je suis tombé à 55 ans dans une relation toxique. Et donc, je vais revenir à ma première histoire d'amour, qui est ma mère, en 1963. Et je vais raconter ma vie à travers les femmes que j'ai aimées, que j'ai rencontrées, que j'ai quittées, qui m'ont quitté, pour essayer de comprendre pourquoi j'arrive à 55 ans à me mettre dans une histoire. Normalement, tu traverses ça quand tu as 17 ans, mais pas 55. Est-ce que vous avez vraiment une période où vous ne riez plus? Oui, j'ai eu une période où j'étais extrêmement malheureux. Alors, je riais sur scène le soir, enfin, je faisais rire les autres sur scène. Mais dès que je sortais de scène, je m'effondrais. Je m'effondrais avant et je m'effondrais après. Ouais. Et comme moi, en plus, je suis d'une nature, vous l'avez vu, joyeuse, communicative, je m'étais totalement perdu. C'est-à-dire que je me reconnaissais plus. J'ai traversé une longue dépression parce que j'étais sous emprise d'une personne que j'aimais infiniment et qui elle m'aimait à sa façon, avec un autre logiciel. Mais ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu énormément de retours sur ce livre, ce que j'ai vécu, des dizaines de gens l'ont vécu. Vous allez quand même très loin, parce que vous expliquez même que vous pensez à vous suicider. Mais plus que penser, c'est que vous commencez à le mettre en... J'ai commencé à le mettre en place, j'ai commencé à l'imaginer. Après, je ne suis pas passé à l'acte, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je n'ai plus eu envie de vivre, ce qui, aujourd'hui, avec le recul, me paraît dément. Et qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Et comment on l'évite? Parce qu'il y a plein de gens qui peut-être ne sont pas bien dans leur vie. Comment on fait pour l'éviter quand on y pense? Moi, j'ai fait 5 ans de psychanalyse. J'ai écrit ce livre qui a été extrêmement aidant pour moi, précieux, qui m'a permis aussi à un moment donné de me débarrasser de mes chagrins, de toutes ces incompréhensions. En vérité, quand vous êtes dans une relation toxique, vous n'arrivez pas à parler à l'autre. Vous avez peur de l'autre. Et finalement, tout ce que je n'ai pas pu dire à cette personne à l'époque, je ne pouvais plus me défendre. Je lui ai dit dans un livre. Et ça m'a fait du bien et ça m'a sauvé. L'écriture m'a sauvé. Voilà. Toujours un peu. Mais attention, parce que là, attention. Ah oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, attention. Attendez, vous allez voir ma prochaine question. Ouais, attention. Comment on fait pour écrire un livre comme ça? On a bien compris que c'était pas forcément des sujets très joyeux. Et pour quand même se fendre la gueule. Parce qu'on se fend quand même la gueule, un peu. Ben oui, mais plus le sujet, plus ce que je raconte est dur, plus le rire vient en contrepoint, systématiquement. Oui. C'est hyper important. Je me suis beaucoup inspiré, inspiré est un bien grand mot, mais Woody Allen a écrit une autobiographie qui s'appelle « Soit dit en passant », où il raconte ses prises de bec, ses divorces avec Mia Farrow. Et même quand ce qu'il raconte est parfois très dur, tu te fends la gueule.
ce que je définis comme étant mon humour juif, c'est-à-dire rire de ses malheurs. Ah, c'est ça l'humour juif? Pour moi, l'humour juif, la définition de l'humour juif, c'est ça, c'est rire de ses malheurs. C'est rire de choses qui, au départ, ne... C'est pour moi, mais c'est cette phrase qui est une phrase qui a été piquée par le Figaro de Beaumarchais, je m'empresse de rire de tout. Non, il n'y a pas d'éloge flatteuse sans liberté de blâmer. Ça, c'est la phrase du Figaro. Et l'autre phrase de Beaumarchais, c'est « je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». C'est-à-dire que le rire est une politesse. Le rire, moi, je ne sais pas écrire autrement. C'est-à-dire que je ne sais pas écrire autrement. Ça vous venait naturellement ou parfois vous vous disiez « Oula, c'est quand même un peu lourd ce que je dis, il faut que je trouve quand même une petite entourage ». Oui, alors, vous avez raison, Thibaut. C'est-à-dire que je voulais aussi éviter le côté impudique. Ouais. Impudique. Ah, oui, c'est la suite de mes questions, vous allez voir. Je suis désolé, mais il y a beaucoup d'impudeur à se raconter comme ça, surtout que comme ce que j'ai souvent dit en interview à vos confrères, c'est quoi ça, monsieur? C'est la ventilation. Il y a eu un bip, t'as vu? On a été interrompu par un bip. C'est la magie du direct. On n'est pas interrompu par un ami au téléphone, tu n'arrivez toujours pas à joindre. Ouais, mais ça, c'était le début de l'émission, c'était très foutraque, c'était très bien. Quelle était la question? Oui, l'impudeur. L'impudeur. Ben, c'est-à-dire que, comme je disais à vos confrères, moi, j'ai pas inventé le vaccin contre le paludisme. Donc, pardon, Stéphane Guillon qui raconte sa vie, tout le monde s'en fout. Voilà, voilà, tout le monde s'en fout. C'est bien, vous le disiez vous, comme ça, je n'ai pas essayé de trouver une manière. Oui, mais parce que je suis pas non plus le dernier des cons, donc avant d'écrire quelque chose, je me pose des questions, qui ça va intéresser, qui ça va agacer, et tout d'un coup, je me dis, ok, je me raconte, mais si je me raconte, j'en fais un objet divertissant, j'en fais un livre. Tous les gens qui ont lu ce livre m'ont dit, je ne l'ai pas lâché, je l'ai ouvert, j'ai été jusqu'au bout. Les gens qui l'ont commencé à 11h du matin, à 17h, ils m'appelaient, je viens de terminer. Et pour moi, c'était le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est que ce livre soit addictif. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu t'ennuies. Oui, et puis en plus, on remonte l'histoire, donc on a envie de comprendre comment ça a commencé. Voilà. Malin. J'ai eu une bonne éditrice. Ah oui? Ouais, Caroline Marson, j'ai eu une très bonne éditrice. Qui m'a poussé d'ailleurs, parce que ça allait être ta prochaine question. C'est pourquoi c'est si bien écrit, Stéphane Guillon? Pourquoi vous avez à ce point soigné l'écriture? Il faut dire vraiment, c'est... Là, moi, hop, je réponds. Puis quel style? Quel style? On n'avait pas vu ça depuis... Non, en revanche, c'est pas de la flagornerie, mais ça fait... ça fait un mois que je suis en promo, et c'est très agréable de prendre le temps, et c'est la première fois, de prendre le temps de parler de ce livre. Ouais. Parce que j'ai, en dehors de quelques amis, quelques amis, des gens que j'estime, comme Jean-Noël Mirande ou Bruce Toussaint, qui avaient vraiment lu le livre, fait un travail sur le livre. Je suis aussi tombé sur des gens qui n'avaient pas lu le livre et qui me balançaient un vieux magnéto de DSK quand j'entrais en plateau. Et là, c'est vrai que prendre le temps de pouvoir parler de ce livre, je vous en remercie. Ce sera mon seul compliment de la soirée. Il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Je vais peut-être réussir à en avoir d'autres. C'est fatigant parce que ça tourne tout le temps. Il n'y a jamais de pause. Ah non, jamais. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien m'assoupir de temps en temps. Vous pouvez faire une petite pause. Ouais. Pas de problème. Bon, ça risque de perdre un peu quelques téléspectateurs, mais bon, après tout. Déjà, oui. Bon. Non, alors. Non, oui, quoi? Parce que moi, j'aime pas trop parler de la vie privée des gens. Il y a des fois, ça m'intéresse un peu, mais là, c'est votre vie privé, chez privé, ultra privé. Et en même temps, j'ai envie de vous poser des questions sur l'histoire, sur le récit. Et non, je suis un peu embêté, pardon, est-ce que ça vous... Je vais le faire, mais est-ce que ça vous dérange si je vous pose des questions sur cette histoire avec cette amie? Parce que c'est votre vie très privée. Non, c'est-à-dire que... C'est facile de l'écrire, mais après, est-ce que c'est facile d'en parler maintenant? Vous posez que des bonnes questions. C'est votre quart d'heure, bonnes questions. Non, mais ça, c'est... Jusqu'ici, ça allait pas. Non, il y a eu quelques ratés, mais vous êtes comme moi, vous avez besoin de vous chauffer. Et là, ça commence vraiment... Là, le niveau. Là, le niveau est... Le problème, c'est que quand... Mais tant mieux, parce que je pense qu'une émission de ce type, pardon, je vous interromps, il faut que ça aille quand même... bon. Mais le souci, c'est que quand l'invité commence à être content, généralement, c'est que je me ramollis, vous voyez? Non, bah non. Bah là, j'aurais une ou deux questions pour vous embêter derrière. Vous gâchez tout sur une phrase. Bon.
tout d'un coup, il y a ce petit moment de silence. Jonathan Lambert, la semaine dernière, nous a expliqué que c'était pas grave les silences. J'en ai plus peur. Ça y est maintenant. Ben, c'est merveilleux le silence. Vous vous souvenez de ce journaliste qui pose une question à Georges Pompidou sur cette prof qui s'est suicidée? C'est en conférence de presse. En conférence de presse. Et d'ailleurs, dans sa question, il utilise le mot épure. Quel est le journaliste qui utiliserait le mot épure aujourd'hui? Et qui est le président qui citerait... Et il cite Ronsard, un poème de Ronsard. Je crois pas que c'est pas Ronsard? Non, c'est pas Ronsard. C'est Apollinaire, non? C'est Apollinaire. C'est Apollinaire? Il me semble que c'est Apollinaire. Vous vérifierez, parce que là, c'est le Figaro quand même. Non, mais je vais vérifier. Vérifier. Ouais. Parce que Georges Pompidou a publié Anthologie de la poésie française, qui est une très belle anthologie. Il cite Éluard. Éluard, Paul Éluard, c'est Paul Éluard. On avait tous les deux faux. Exact. Et avant de citer le poème d'Éluard, il termine en disant « Comprenne qui pourra ». Il y a un silence d'une bonne minute entre la question du journaliste... Une minute, vous pensez? Une minute. Et la réponse de Pompidou. Qui, aujourd'hui, quel est le président de la République qui s'autoriserait, entre une question et sa réponse, un silence d'une minute? Et le silence est totalement, entièrement nourri. Il parle beaucoup plus que n'importe quel discours. Voilà. Parler de amis dans ce livre ou en parler ici en répondant à mes questions? Oui. C'était ça. C'est pas si simple? Non, c'est très compliqué de venir défendre un livre parce que quand vous écrivez un livre, vous avez le temps de l'écriture, vous avez le temps de la rature, vous avez le temps de calibrer vos phrases, vous avez le temps d'ordonner vos pensées. Et finalement, ce que vous allez dire en interview sera de toute façon bien moins intéressant et très en dessous de ce que vous avez écrit. Donc le piège, déjà, il est là. Il y a une question. Vous avez voulu sauver quelqu'un. C'est ça, finalement, votre péché originel. Oui. Est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? Non, on ne peut pas sauver quelqu'un, on ne sauve pas les gens. Cette femme qui vous a embarqué dans une histoire, qui vous a fait changer de vie, qui vous a fait je me suis laissé embarquer. Ouais. Non, vous ne pouvez pas sauver les gens. Et en même temps, c'est très beau d'essayer de les sauver. Parce que quand vous aimez quelqu'un et que vous voyez que cette personne s'abîme, évidemment et heureusement, vous avez envie de la sauver. Moi, je ne regrette pas d'avoir essayé de la sauver. Je regrette de ne pas m'être tiré avant, je regrette de m'être fait autant de mal, je regrette d'avoir fait du mal à mes enfants, parce que mes enfants m'ont vu terriblement affecté par cette histoire. Oui, mais avoir essayé de sauver quelqu'un, vous ne pouvez pas le regretter. J'y suis pas arrivé, mais je ne regrette pas d'avoir essayé. Il y a un moment assez drôle, c'est tout au début du livre. Vous expliquez que cette femme a 25 ans de moins que vous. Ouais. Et que quelques années avant, vous considériez que les types qui partaient avec une jeune, c'était des ringards, quoi. Ouais. Et vous le dites. Bah ouais. Et maintenant que vous êtes extrait de ça, est-ce que vous vous dites toujours que c'est des ringards? Vous les comprenez? Alors, pour moi, le gars de mon âge qui va sans arrêt, j'en connais un, qui va sans arrêt être avec des jeunes personnes, qui va multiplier les jeunes personnes, oui, je considère que c'est un ringard. Moi, ça m'est arrivé une seule fois. Et, comment tu as pu tomber dans ce piège? Mais parce que c'était... C'est ça que vous vous dites. Oui, mais ce que je dis aussi dans le livre, puisque vous l'avez lu, c'est que j'aurais tellement aimé qu'elle ait 15 ans de plus, ou j'aurais tellement aimé qu'elle ait... Oui, ou moi 15 ans de moins, c'est-à-dire que c'est une rencontre d'âme. C'était pas non plus... Ah oui, parce que c'était pas un... Pardon, hein, je vais être un peu direct, mais c'était pas un avion de chasse ou un mannequin slave ou elle faisait pas 1m85, etc. C'était une femme très charmante, mais
ordinaire dans le sens où je suis vraiment je suis pas tombé amoureux d'un physique. Je suis tombé amoureux d'une personne. Je suis tombé amoureux d'une âme. Je veux dire, je suis pas tombé amoureux du canon. Moi, ce qui me fascine, c'est quand je vois un mec de mon âge avec une sorte de truc comme ça, refait, perché, comme ça. Ça, oui, je trouve ça ridicule. Parce que t'as l'impression qu'ils s'est offert un trophée. Moi, je m'étais pas offert un trophée. Je suis tombé amoureux de cette femme qui était normale. Voilà. Une question que je me pose, parce que j'ai bien répondu ou pas? Ah oui, très bien. Bon. Une question que je me pose, parce que j'ai l'impression que ça change. J'ai l'impression d'être à l'école. En fonction des. Bien répondre. Figaro, hein, c'est plus que c'est exigeant. Ah, le Figaro, c'est. En fonction des passages du livre, je ne ressens pas toujours la même chose. Est-ce que vous lui en voulez à cette femme? Parfois, j'ai l'impression que là, vous y allez. Et puis, à d'autres moments, vous avez une tendresse. Est-ce que vous savez vraiment? Pour moi, je pense que j'ai évité pas mal de pièges dans ce livre. Je voulais pas que ce soit un règlement de compte. Oui. C'en est pas un. Mais on est quand même. C'est pas non plus. C'est pas non plus mou, faible. Enfin, vous y allez quand même. C'est pas du règlement de compte, mais vous êtes à la limite parfois. Non, je suis pas d'accord avec vous. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit. Moi, je trouve que ce livre. Il y a des gens qui m'ont dit. Mais peut-être que tu lui sauves la vie en ayant écrit ce livre-là. Et je pense que. J'espère, moi, quelque part, et vous allez me dire encore, vous voulez encore la sauver. Mais je pense que ce livre, c'est pas une déclaration d'amour parce que je ne l'aime plus, mais ça pourrait, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de tendresse dans ce livre. Il y a beaucoup de tendresse. Tous les chagrins d'amour sont supportables si on en fait une histoire. Ouais. Ça, c'est à l'arrière. D'ailleurs, je dois vous dire, je sais pas trop ça, parce que c'est gênant quand on lit. Parce que je l'ai gardé, mais vous voyez. De quoi? Comment on dit? Le quoi? La petite pochette rouge, là. Ouais, écoutez, vous dites ça à Albin Michel. Ouais, je vais leur dire. Vous leur dites que leur collection est pourrie, voilà. Donc Albin Michel, le Figaro n'aime pas vos jaquettes. Ben non, mais parce que c'est pas pratique. Voilà. C'est vrai. Alors c'est beau, c'est vrai que c'est beau, mais c'est chiant. Voilà. Quand on lit, voilà, je l'ai gardé autour, mais je l'aurais bien enlevé. Il y a des gens qui l'ont enlevé. Oui, mais on voyait plus votre tête, alors pour faire la promotion. Et ouais, mais c'est qu'on a besoin de voir ma tête aussi. Ah, pour la promotion, ouais, voilà, on montre, il est mort. Cette phrase au dos, elle vient d'où? Tous les chagrins d'amour sont supportables si on en fait une histoire. C'est une phrase que j'ai détournée, que j'ai piquée. C'est une phrase de Karine Thuil. Ouais. C'est le seul moyen de raconter l'histoire. Et alors, est-ce que vous en rajoutez un peu sur certaines histoires? Non. Ah, tout est vrai. Tout est vrai. Ah, tout est vrai. Vous pouvez pas inventer l'histoire de Belmondo. Vous pouvez pas inventer. Racontez-moi l'histoire de Belmondo, je l'adore. C'est vrai? Ouais. Et puis vous le faites avec l'imitation, parce que je crois que c'est votre plus grand talent, ça. Ah là là, après le couscous. Ah. On est en retard ou on est bien? Non, on est bien. On est bien. On est un peu en retard. Mais... On va rester combien de temps dans le jardin d'acclimatation? Ah oui, parce qu'on n'avait pas dit où on allait. Ah, il fallait pas le dire? On s'en fout. On va au jardin d'acclimatation. Voilà. Bon, alors j'y vais. Allez. Ah, j'ai pas le courage. Bon, nous sommes en 80. Non, mais vous le faites bien, là. Je sens que vous allez me la bâcler. J'ai senti que vous accélériez. Alors, on est en 84. Je travaille dans une boutique de prêt-à-porter, boulevard Saint-Germain. Et mon patron est une tête de con, hein. Pas sympathique, autoritaire, qui me méprise largement parce que, voilà, je suis un adolescent un peu branleur quand même. Ouais. Et il aimait bien me martyriser. Donc, par exemple, le samedi, quand j'arrivais le samedi matin à la boutique, il me disait « Alors, Guillaume, rangez-moi les costumes, 48, 50, 52, 54, 56. » Alors, je rangeais les costumes. Et une fois que j'avais rangé les costumes, il me disait « Alors, Guillaume, vous n'avez plus rien à faire ?» Parce qu'on attendait le dimanche matin, samedi matin, t'attends un peu le client. Je lui disais « Non, monsieur Masson, j'ai rangé les costumes. » Alors, il prenait les costumes, il les dérangeait, il disait « recommencer. » Voilà, un peu la mentalité du type. Donc, je te le situe. Et un jour, arrive Jean-Paul Belmondo à la boutique, et c'est le Belmondo des années, on doit être en 84. Donc Belmondo, immense, top, immense star.
Et il arrive avec, parce que moi je l'ai bien connu après, il arrive avec sa jovialité, sa bonhomie. Mais comme on l'imagine quand on le connaît. Son sens du spectacle. Ouais. Il était exactement comme ça dans la vie. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne pouvait pas tricher. Il savait qu'il était Belmondo et il faisait le spectacle pour les gens. C'est qu'il leur faisait du bébel avec une générosité extraordinaire. Il n'était pas du tout avare de son temps. Dans la rue, même à la fin de sa vie, même diminué, il faisait des sourires aux gens, il allait vers les gens, il était comme ça, c'était sa nature. Et il entre. Et il entre. Il dit bonjour, je vais acheter des vêtements, etc. Et mon patron me dit, Guillaume, allez voir à l'entresol si j'y suis. Donc foutez le camp. Et là, Bébel, qui est un instinctif, il dit non, non, le gamin reste avec nous. Le gamin reste avec nous. Ça, c'est une phrase que je l'entends dire dans un film. Magnifique. Et il achète. Alors, il achète à la Belmondo. Ça, telle couleur, telle couleur, telle couleur. Ça, telle couleur, telle couleur, telle couleur. Il achète, il achète. Et mon patron, qui évidemment est une tête de con, je l'ai dit, qui veut jouer un peu des coudes avec Bébel, Belmondo demande une veste en cachemire, couleur camel. C'était très à la mode à l'époque. Et la veste coûtait 8000 francs. C'était la pièce la plus chère du magasin. Et il dit, donnez-la moi en 56. Et mon patron, tête de con, il dit, non, non, te marre pas parce que la caméra, elle fait ça. Mon patron, tête de con, lui dit, non, vous n'êtes pas aussi balèze, vous faites pas un 56, vous faites un 54. Non, je fais un 56. Faites un 54. Je vous dis que je fais un 56. Faites un 54. Très bien. Donnez-moi la 54. Et là, il passe la 54, il ramène les bras comme ça, il déchire la veste dans toute la largeur du dos. Il dit, vous voyez, je fais un 56. C'est magnifique. Magnifique. Et alors, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là parce que j'ai raconté déjà cette histoire moins bien que dans Fini de rire, mais je raconte cette histoire dans un précédent livre qui s'appelait Journal d'un infréquentable. Et j'envoie Journal d'un infréquentable à Jean-Paul Belmondo. Et Belmondo va me répondre. À la main. Donc, t'imagines, parce qu'il tremblait quand même. Donc l'écriture est très très hésitante. Et il me dit, cher Stéphane Guillon, merci pour votre ouvrage. Je l'ai lu avec attention. Merci aussi de me rappeler cette facétie. Je ne m'en souvenais plus, mais j'en ai fait tellement dans ma vie. Bon courage, affectueusement, Jean-Paul. C'est marrant parce que... Merveilleux, c'était un homme merveilleux. Vous lisez la lettre avec l'imitation, parce que quand Belmondo vous écrit, vous l'entendez. Ouais. Non, vous l'avez à l'oreille. Un jour, il était venu salle Réjeanne, qui était une toute petite salle, voir un spectacle que je jouais avec Christiana Reali, une pièce québécoise, La Société des loisirs, voilà. Et Belmondo était très ami avec Christiana Reali. Il vient. Et salle Réjeanne, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a un escalier qui est comme ça, il y a 35 marches. Et il se hisse avec la force de ses bras. Et il est avec Charles Gérard et son frère. Bonjour. Ouais. Et ils sont tous les trois au 3e rang, donc on ne voit que comme ça. Et tu joues quand même face à Belmondo. Et après le spectacle, il était tard parce qu'on jouait à 21h. Donc il devait quand même être 22h30. Et attention, le mec est quand même, il a eu un AVC, bien tu sûr. Vois, etc. Mais il sortait pratiquement tous les soirs. Tous les soirs, sans jamais se plaindre. Et là, le patron nous dit, le directeur du théâtre nous dit, Jean-Paul veut vous dire un mot. Qu'on revient sur scène. Et là, Jean-Paul Belmondo nous a dit un mot à chacun, à chaque acteur. C'est très bien, c'est formidable, c'est bien, tu vois. Et ça n'existe plus des gens comme ça. Ah bon? Non.
sont vos modèles? Bon, là, il y en a un, mais en humour, par exemple. Bedos? Guy, il avait le sens de la formule. Il avait un sens de la formule extraordinaire. Il pouvait te tuer n'importe qui en une phrase, mais en vacances comme ça, sur la plage, il disait un truc totalement incorrect, et c'était très très drôle. Vous l'avez bien connu à ce point-là? C'est lui qui vous a fait découvrir la Corse? Ben c'est lui, c'est grâce à lui que j'ai ma maison en Corse. On était voisins. Je l'ai bien connu, on a eu des rapports parfois compliqués. Parce que, ah bon? Oui, il a une forte personnalité, moi aussi. Voilà, ça n'a pas tout le temps été facile, mais ça reste quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration, une très grande tendresse. Et puis je dirais que, mais lui je ne l'ai pas connu, évidemment Pierre Desproges. Et puis dans les humoristes contemporains, j'aime beaucoup Pascal Elbé. Fabrice Eboué, pardon. Je commence à fatiguer. Fabrice Eboué. J'aimais beaucoup aussi un Michel Muller, pour les gens qui ont connu, et Laurent Violet. Laurent Violet est décédé, mais c'était un super humoriste aussi. J'aime bien Jérôme Commandeur aussi. Non, il y a des hommes. Et il y a des femmes? C'est possible, ça? Oui, bah pourquoi ce serait pas possible? Bah parce que souvent on s'identifie. Non, c'est tout à fait possible qu'il y ait des femmes. Oui. Certainement. De plus en plus dans l'humour. Oui, mais moi je suis un boomer maintenant, je suis sur le côté, donc je vais plus... je connais pas la nouvelle scène, hein, donc, mais il y a certainement des femmes qui ont énormément de talent, et pardon de ne pas les citer. Dans ce livre, il y a les femmes, et il y a un autre grand point, il y a votre enfance et l'école. Ouais. Et vous demandez sur le ton de la blague, vous savez vous faire virer, vous mettez en scène quand vous vous faites virer, mais parce que vous vous êtes entraîné à l'école. Vous êtes le cancre idéal, le cancre ultime, le cancre parfait. Ouais, mais je ne choisis pas d'être le cancre. Hein. Non. C'est le système scolaire qui ne me correspond pas. Et comme le système scolaire ne me correspond pas, qu'il n'y a pas d'offre pour moi, je vais me rebeller. Mais j'aurais tellement aimé, dans ces années incroyables où les enfants sont des éponges, qu'on m'intéresse. J'aimerais savoir lire la musique. J'aimerais pouvoir parler plusieurs langues. Et j'aurais tellement aimé... Ça, l'école ne peut pas vous l'apprendre. Moi, on m'a emmerdé pendant des années à me faire des maths, des équations au 3e degré, j'y comprenais rien, ça me faisait chier. Les profs de français n'étaient pas intéressants. Non, on ne m'a pas intéressé, l'école ne m'a pas intéressé. Et je pense que quand on voit ce qu'on nous proposait, nous, c'est des sixièmes de transition. Tout d'un coup, on se retrouvait à limer des morceaux de ferraille dans un atelier parce qu'on considérait que plombier et trucs, c'était des métiers indignes, alors que maintenant, c'est des gens qui gagnent 10 fois plus d'argent que nous, et tant mieux pour eux. Ou menuisiers, qui sont des métiers merveilleux. Et que nous, tout d'un coup, voilà, le seul truc qu'on était capable de faire quand un môme ne répondait pas à un système, il n'y en avait qu'un qu'on lui proposait, c'était de le mettre en transition, en travaux manuels. Voilà. C'était quand même violent comme choix. Là, vous allez m'énerver si vous me parlez d'école. Oui, on était plutôt... Ah oui, toujours aujourd'hui? Ah ouais. Et même le système actuel? Je ne connais pas le système actuel. Je me suis totalement désintéressé de la scolarité de mes enfants, et ils ont fait exprès tous d'être bacheliers rien que pour m'emmerder. C'était... 4 enfants, 4 bacs avec mention, alors que leur père a été qu'en 3e, jusqu'en 3e. Et ils auront tout fait pour m'humilier jusqu'au bout, quoi. Sale gosse. Aucun respect. C'est marrant, mais je vois que ça vous énerve vraiment. Ouais, ça m'énerve, évidemment, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, j'aurais aimé qu'on m'a... J'ai commencé à me cultiver à 17 ans, quand j'arrive chez Jean-Laurent Cochet, et je vais ouvrir pour la première fois de ma vie un livre. Mais moi, j'ai des lacunes terribles de culture générale, parce que j'ai réussi à rattraper ça petit à petit, à être... On est au jardin d'acclimatation, formidable.
Ah merde, qu'est-ce qui est tombé? La bouteille. Merci, hein. Quelle conduite. Elle était bien, mon histoire, franchement. Hein. Ça s'ouvre pas. Faut pas forcer, c'est moderne. Ah. Attends, ça, je vais le laisser. Je vais le mettre à l'arrière parce que je vais l'oublier. Je prends la casquette et ça, je le laisse. Merci, hein. Et alors, c'est des années perdues, les années de l'école, ou non? Bien sûr que c'est des années perdues. Ah oui, pour vous, elles sont perdues. Totalement perdues. C'est terrifiant, c'est-à-dire jusqu'à 17 ans, rien à en tirer. Enfin, la vie, quoi, mais... Voilà. Les plus belles années. Jardin d'acclimatation, retour en enfance. Ouais, attends, faut que je m'habille. J'y vois rien. Bonjour. Merci Bonsoir. de nous accueillir. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, vous allez voir, c'est bientôt les Dia de los Muertos. Ah ouais? La Toussaint au jardin d'acclimatation, vous savez? Formidable. Au Mexique. Pourquoi le jardin d'acclimatation? Vous veniez gamin? Alors écoute, le jardin d'acclimatation parce que mes grands-parents habitaient... Attention au micro. Ouais, mes grands-parents habitaient à Neuilly. Et quand on était tout petit, on prenait le train là, et on arrivait ici, au jardin d'acclimatation. On allait au Guignol qui est là-bas. Il y avait les ours, il n'y a plus les ours maintenant. À l'époque, il y avait les ours. Et on était fascinés, quoi, fascinés par ça. Et après, moi, j'y ai emmené mes enfants, mes 4 enfants. Et comme vous m'avez demandé finalement des lieux de souvenirs, des lieux où j'aimerais aller, et ben il est là le petit train, non? Non, il est là le train, tu vois, regarde le train. Ah ouais? Il est là. Là, c'est la gare, hein, mademoiselle. C'est la gare. Qui n'a pas bougé, elle a toujours été là. Attendez, on peut y aller, non? On peut aller voir? Tu vois, c'est merveilleux. C'est les mêmes trains, c'est les mêmes bancs. On peut entrer, madame, ou c'est compliqué? Ah, c'est dommage. On peut juste s'approcher de la barrière? Ah, cool, merci beaucoup. Ouais, je serais bien monté sur le petit banc, moi, c'est dommage, tu vois. C'est les bancs, c'est les mêmes bancs. Ça n'a pas bougé. Elle ressemblait à quoi, votre enfance? Ils faisaient quoi, vos parents, dans la vie? Déjà, ça donne toujours une indication, ça. Ma mère, elle est toujours en activité, ma mère. Ah oui? Ma mère est toujours en activité. Elle travaille toujours. Mes parents sont toujours ensemble. Hein. 63 ans de mariage. Ça vous fait rêver? Bah là, si vous voulez, c'est l'Everest, quoi. Après avoir lu ça, oui, j'imagine. Non, c'est inaccessible. Ah, ma mère, le livre l'a beaucoup touchée. Oui. Et votre père, moins peut-être? Oui, on va parler d'autre chose. C'est marrant, hein, Thibaut, vous essayez toujours. Mais, non, il l'a pas lu, je crois pas. Mais ma mère a été très touchée par le livre et je lui ai dit, bah, tu vois, je serai toujours très très loin de toi parce que avec 2 divorces, jamais je battrai ce record de 62 ans de mariage. Mais elle a eu cette réponse super tendre. Elle m'a dit, oh, mais tu sais, c'est bien aussi, tout est bien. Enfin, elle a été douce, quoi. Une vraie mère. Et votre enfance, donc, à part l'école, vos parents, ils vous amènent à quoi? Ils vous éduquent à quoi? Ils vous éduquent comment? C'est Halloween bientôt? Ouais, il y a une thématique Halloween? Fête de mort. C'est rare hein, que vous receviez des gens la nuit, non? Oui, c'est assez exceptionnel. Ah, merci. Hein. Parce que vous savez, moi j'avais choisi plein de lieux à Paris et c'était non systématiquement. La Comédie Française, non. Alors la Comédie Française, ils voulaient bien nous recevoir si vous étiez un acteur de la Comédie Française. C'est quand même violent comme réponse, quoi.
Le Conservatoire national d'art dramatique, non. Les Serres de Paris, non. C'est non, non à tout. Et alors vous, c'est marrant, c'est pas comme ça avec les autres. Ouais, les autres, on dit oui, ils disent oui tout le temps. Et alors, non, non, ça c'est pas vrai, ça. Ça, je sais que tu mens. Ça, je me suis bien renseigné que la dame qui fait vos castes, m'a dit Alice, on la salue. Alice, qu'on salue, m'a dit que c'était souvent très compliqué. Et vous, le jardin d'acclimatation, vous nous avez dit oui tout de suite. Et on vous en remercie. Et du coup, on va vous faire de la pub, vous allez voir. Vous allez faire un week-end, mais blindé. On a rempli chez Mehdi, le Martel. Ouais. On remplit le théâtre Antoine. Non, mais c'est bien aussi de balancer les gens qui disent non, tu vois, parce que on est finalement maintenant. Mais vous voulez nous braquer avec les prochains, en fait. Non, vous savez qu'on va... non, mais c'est vrai, quoi. C'est non, 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 non. Les gens savent dire. Là, tout d'un coup, c'est oui, tu vois. Eh oui, c'est la fête, c'est les manèges. Ah, le carrousel. Ah, le carrousel, on peut monter dessus. Ah, magnifique. Ah. Alors, l'entrée, ah, c'est là-bas. On se croirait dans un, tu sais, ces films d'épouvante. Oui, un peu. Un peu, hein. Normalement, il y a un clown terrifiant qui doit débarquer. Et on peut faire magnifique. Un tour ou pas, alors? Ah, je sais pas, on verra s'il démarre lorsqu'on a choisi notre animal. Ah, mais il y a quelqu'un, c'est qui va démarrer. Il y a quelqu'un. Ah, oui, si. Alors, vous montez sur quoi? Merci, monsieur. Merci de nous accueillir, ça va? Avec plaisir, bienvenue. Ouais, merci. Vous montez sur quoi? Ah, mais attends, moi, j'ai un cheval. Ah, je monte à côté de vous. Ah ouais. Le problème, c'est que vous n'allez pas y arriver. C'est d'arriver à monter dessus. Non, je vais y arriver, attends. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Ah, mais c'est magnifique. Ah oui, on est prêts. Et vos enfants à vous? Non, mais tu peux pas parler, là. Mais si, on peut. Mais non, tu peux pas parler. Si. Ça va démarrer. Ah, la sonnette. Ah oui, la sonnette. Attends. Attends. Ouais. Peut-être qu'on risque de vomir. C'est pas impossible. Ils l'ont lu, vos enfants, ce livre ou pas? Je sais pas. Je pense. Non, mais je leur ai dit. Vous le lirez quand vous aurez envie de le lire. C'est-à-dire que je ne voulais pas non plus leur dire lisez-le. Je pense qu'ils prendront le temps de le lire quand ils auront envie de le lire. Ils peuvent le lire dans 10 ans. Vous auriez pu draguer sur des manèges comme ça? Une petite fille de 6 ans quand vous aviez 6 ans? Non, mais moi je suis pas quelqu'un qui drague. Ah ouais? Non. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça vous tombe dessus? Ben, je pense que ouais, l'amour ça tombe dessus. Tu déclares pas que tu vas tomber amoureux. Tu tombes amoureux un jour, généralement quand tu t'y attends pas du tout. Ça peut être sur un manège, ça peut être en rentrant ce soir, tu vois. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 10 ans, tu sais pas. Ça peut être dans un avion. Est-ce que si on dit non, je regrette rien et je reviendrai pas en arrière, mais si vous le pouviez, vous reviendrez à 2018, à votre vie plus classique avec Noriel? Je pense pas que je puisse répondre à cette question. Parce que tu sais jamais. Il y a une phrase de Victor Hugo qui dit, dans Ruy Blas, qui dit « Et dire qu'on ne peut jamais rien ressaisir d'une histoire passée ». Tu peux jamais revenir en arrière. Donc, je vois pas l'intérêt de se poser la question. Les choses, elles se sont faites. Et ça a été extrêmement destructeur pour plein de gens. Mais tu peux pas revenir en arrière.
Merci, hein. Merci à vous. Vous voulez Waouh. faire un tour ou pas, messieurs? Non, non parce qu'on vient, Il aurait bien non, aimé prendre l'avion, mais il rentre pas. on vient de manger un couscous. On vient de manger un couscous, donc le tour de manège derrière. Ouais, merci. Merci beaucoup. Mais c'est très gentil, hein. Merci, hein. Bon, j'ai encore quelques questions. Et après, on arrête, c'est ça? Bien sûr. Mais on a encore combien de temps d'émission? Mais autant qu'on veut. Ah, je vais aller au Guignol. Le problème, c'est que le Guignol, c'est de l'autre côté et c'est nuit noire. Moi, on m'a dit que ça vaut vraiment pas le coup. Ah si, j'ai envie d'aller au Guignol quand même. C'est vraiment loin, le Guignol. Hein. C'est loin le Guignol à pied? C'est du parc, oui. Mais là, vous pouvez Mais avancer. pourquoi? Mais vous l'avez avant, il était là le Guignol. Vous l'avez bougé? Ah non, non, il a toujours été au même endroit. Il est au niveau des écuries de l'autre côté du parc. Et va tout y est nuit aller, noire, on m'a dit. mais Ah bah, si. moi, j'ai encore plein de questions, mais c'est pour vous. Mais on va aller au Guignol, allez. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, hein. Ah, le Guignol, c'est vraiment... ah là, pour le coup... Tu sais que... Ah bah, je ne l'ai pas raconté dans mon livre. Je faisais les marionnettes. Je faisais les marionnettes à mon petit frère. Ah oui. Ouais. Ouais. Et devant Guignol, vous dénonciez? Comment ça? Bah, vous disiez aux gendarmes qu'il était derrière lui ou... Non. Non, c'est pas une balance. Non, non, je suis pas une balance, moi. Je suis d'une région où on balance pas. Ah ouais. Non. Vous tenez votre langue jusqu'au bout. Aqua bocca. C'est drôle. Ça veut dire quoi, aqua bocca? Aqua bocca? Ça veut dire eau dans la bouche. Ça veut dire t'as de l'eau dans la bouche, tu parles pas. Vous avez eu une carrière à la télé, à la radio, au théâtre, enfin, ou en tout cas seul en scène beaucoup. Est-ce que vous avez raté peut-être un moment le créneau cinéma, série, télé? Bah, d'abord, ma vie n'est pas finie. Oui. Et donc, justement, vous y venez peut-être, vous y revenez. Comme dirait l'autre, ne baisse pas les bras, tu risques de le faire 2 secondes avant le miracle. Donc, et puis, même si je n'ai pas marqué l'histoire du cinéma, j'ai fait quand même quelques beaux tournages. Ah oui? J'ai fait quelques beaux films. Il y en a qui vous ont marqué? Le Bazar de la Charité, que j'ai fait pour TF1, Oui. qui est une série. J'étais très content. J'avais un très joli rôle. J'ai fait une petite chose pour Muriel Magellan l'année dernière avec Sarah Giraudot. J'étais très content de le faire. J'ai fait Comment j'ai tué mon père, où je faisais le fils de Michel Bouquet, avec Charles Berling. Très joli film. J'ai tourné avec Laetitia Masson, Sandrine Kiberlin. À vendre, très joli film aussi. Donc j'ai quand même fait des trucs. Pas autant, attention, pas autant que... Mais... Tiens, est-ce que votre rôle radiophonique, télévisuel a pu bloquer certains... Oui, totalement. Ouais. Totalement. Mais c'est ça qui a bloqué en défi, c'est ça. Ah oui. Parce que vous essayez. Parce que tout d'un coup, tu deviens clivant, ta personnalité devient trop forte. Il faut pas. C'est Marc Fitoussi qui m'avait dit ça, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et Marc Fitoussi, j'ai fait son premier film. Depuis, il a fait 5-6 longs métrages. Certains ont eu beaucoup de succès. Et je croise Marc Fitoussi et il me dit ah, je suis désolé, je t'ai pas rappelé pour tourner, mais le problème c'est que maintenant c'est Stéphane Guillon. Et là je me suis dit putain, mais cette phrase en définitive elle est forte, c'est-à-dire que oui, c'est compliqué pour un réalisateur tout d'un coup de te mettre dans un personnage quand tout d'un coup ton image, ce que tu imprimes est devenue comme ça forte, comme une marque. Après, moi, je pense que c'est des conneries, parce que quand tu me vois dans le Bazar de la Charité, tout de suite, tu dis oui, ah, ok, c'est le mec de la télé, c'est Stéphane Guillon. Et au bout de 5 minutes, tu penses à autre chose. T'oublies. Ouais. Et bon, écoute, c'est comme ça. C'est quoi exactement? C'est la volière, non? C'est quoi, c'est la volière? C'est les vrais bruits de la volière? Ah, et la volière, elle est juste là. Mais pourquoi vous mettez des bruits d'oiseaux? Et alors? Hein? Non, c'est pourquoi?
Attends, non mais il y a un sujet là. Il y a un sujet. Pourquoi il y a des bruits d'oiseaux? Parce qu'ils dorment à cette heure-ci. Mais ça les empêche pas de dormir? Ah bah non. Mais alors quand ils dorment, vous mettez des bruits d'oiseaux? En théorie, à cette heure-ci, non. Ah, c'est pour nous, Eh oui, c'est pour nous faire c'est pour plaisir. l'ambiance. Bah oui. Attends, c'est vachement gentil. Alors, attendez, parce que Ouais. c'est où? C'est ici, Guignol? Oui, et moi, j'ai plus de lumière là-bas. Ah, bah, c'est pas grave, t'as ta lampe de portable. J'ai tout. Et puis bah. là, il y en a une de lampe. Bah ouais, formidable. Ça vous ennuie pas de nous emmener au Guignol? Merci beaucoup. Je suis sûr, tu sais quoi? Qu'on va tourner là-bas. Restez avec nous, surtout. Il va se passer des Restez choses. avec nous pour la séquence Guignol. Qu'on va tourner une séquence d'anthologie. Vous avez joué dans une autre série populaire de TF1, c'est Le Remplaçant, Ouais, avec Joe Star. ouais, Joe Star, vous l'aviez un petit peu égratigné dans un portrait à l'époque. oui, Il s'en souvenait? oui. Alors, il s'en souvenait. Donc, on s'est un peu reniflé comme deux mâles dominants les premiers jours du tournage. Après, on est devenus assez copains. Mais ce que j'ai apprécié, en tout cas, c'est que quand... parce que la série était montée autour de Joe Star, et évidemment, quand une série est montée autour d'un acteur comme ça, écrite pour l'acteur, le réalisateur, la production demande à Joe Star avec qui il aimerait jouer, ou si, Oui. voilà. Et quand on a donné mon nom, Joe n'a pas dit non. Ouais. Il n'a pas dit ah non, lui, je m'en souviens. C'est bon, non, non. Et j'ai trouvé ça très élégant de sa part. Il vous a mis un petit coup de pression ou pas? Je sais Non, pas, moi, je me dis toujours que Joe Star met des coups de pression. Mais non, mais pas du tout. C'est une légende urbaine. Il est très doux, hein. Ouais, Il est très ouais, doux. ça ouais. se voit. Non, mais alors, je vous jure que c'est un garçon qui gagne à être connu. Ouais. Ouais. Vous lui conseilleriez de venir dans l'émission? Comme ça, je pourrais l'essayer. Ouais, c'est bien, ouais. Je sais pas s'il va rester 2 heures avec toi, tu vois. Ah ouais? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se barrer, quoi. tu vas te retrouver tout seul avec ta caméra. Non, il y a Riyad. Riyad, il suit. Hein. Alors là, on arrive justement dans la partie qui n'est plus éclairée, c'est ça? Ah, il faut aller à Ah, gauche. c'est fantastique, j'adore l'idée. Donc là, on quitte, parce que là dans votre film d'horreur, Ouais, on quitte les lieux encore assez rassurants mais pour les ténèbres. c'est là où ça va très mal se terminer, tu sais. Là, c'est-à-dire que là, on voit même plus où on va. Mais si, on voit. Détendez-vous, Thibaut. Regardez, on a Ah, voilà. un super caméraman. Et là, je pense qu'on a de très très belles images. Autant tout à l'heure dans Paris, c'était très beau, autant là, je pense que... C'est là le Guignol, non? Eh, c'était pas loin du tout. Ah bah non, c'était pas si loin que ça. Mais Ah, c'est ici? non, c'est là, Ah. c'est ce bâtiment-là. C'est ce bâtiment-là. Regarde comment je me souviens. C'est celui-là. Ah, et là, c'est à l'intérieur? C'est fermé les portes? Oui. Ah, zut. Ah, ça, c'est dommage. Ah ouais. Et vous l'avez pas dit que je voulais aller à l'intérieur? Vous n'avez pas les clés? Oh, quel dommage. Faut que vous nous racontiez alors, puisqu'on Bah n'a pas à non, l'intérieur. mais- Faut que vous nous décriviez. Ah là, c'est vraiment dommage. C'est extraordinaire parce que le bâtiment n'a pas bougé. Hein. Ah si, c'est ouvert. Non, c'est pas ouvert. Ah non, c'est une porte... Ah, c'est dommage. La salle est là, à droite. Et t'as des bancs, vous avez toujours les bancs en bois comme ça? Ah, quel dommage. Qui a les clés? On l'appelle. On l'appelle. C'est et bête, oh. Vous avez pas pensé? Ah non, mais le problème, c'est qu'ils m'ont dit que tout était éteint et Non, à mais l'autre là, bout du tu parc. serais rentré avec la lumière dans le Guignol, ça aurait été magique. Ah, c'est vrai. Je vous aurais fait un spectacle de marionnettes. Et bon, Vous êtes passé à côté d'une séquence. c'est-à-dire, mais avec quoi? Des marionnettes? Avec mes mains, je vous aurais fait des Ouais, marionnettes. vous savez faire sur le mur comme ça? Non, 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 non. Là, je suis très déçu. Bon, c'est pas de votre faute, hein.
Merci Stéphane Guillon. Si j'avais su ça, tu vois que... C'est terminé? Bah oui, je crois. Ouais, Enfin, bon. vous avez encore des choses à me dire? Non, non, non. On s'est Merci tout dit, beaucoup. on se serre la main. Ouais, ouais. Bah oui, ça, Vous partez par là? vous n'avez pas été désagréable? Ah non? Non, vous allez me ramener chez moi. Ouais, merci, hein, c'est très gentil. C'est bon, on coupe là? Riyad, il coupe quand il a envie. Coupe.